Waouh! Déjà 40 ans, il reste plus que 25 ans pour profiter en fait de cette nouvelle vie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tendre un petit peu l'élastique? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner? C'est là où j'ai découvert ce secteur absolument passionnant de la longévité humaine, qui est un mélange de médecine préventive et de biotechnologie. Développe extrêmement vite, le point d'inflexion a déjà été atteint. C'est encore un peu confidentiel, mais ce qui se trame dans les laboratoires, c'est absolument incroyable. J'aurais pensé que c'est de la science-fiction, mais en fait non, il y a vraiment des choses tout à fait concrètes et tout à fait légitimes et sérieuses. Vraiment intéressant, qui a été lancé par un médecin américain qui s'appelle Peter Attia, qui dit lui, il veut pas pratiquer un sport en particulier. Lui, il s'est inventé décathlon du centenaire. Donc il dit, mais moi, je veux pas être bon à 40 ou à 50 ans. Moi, je veux être capable de faire un certain nombre de choses à 100 ans. Très concret de qu'est-ce qu'on peut faire, toi et moi et n'importe qui aujourd'hui, dans l'état des connaissances d'aujourd'hui, pour vivre plus longtemps en bonne santé. En fait, il y a 7 composantes. Première, c'est les diagnostics. Aujourd'hui, faire des analyses de plus en plus précises et de moins en moins chères. On n'est pas forcé de découvrir vraiment le remède miracle contre le vieillissement, mais juste des petites améliorations incrémentales nous permettraient déjà de vivre peut-être 100, 150 ans. J'ai envie de voir mes petits arrière-petits-enfants, j'ai envie de voir ce que le monde va devenir dans 150 ans ou 200 ans, et donc parce qu'il y a déjà énormément de choses qu'on pourrait faire dès aujourd'hui, mais qu'on ne fait pas parce qu'on attend d'être malade pour aller voir le médecin. Moi, j'ai découvert le tantra, qui est une pratique d'inspiration orientale, qui a 3 composantes. D'un côté la méditation, de l'autre le massage, de l'autre côté la danse. Maintenant, je te réponds à ta question. La mort idéale, c'est une mort. En fait, c'est une vie déjà en bonne santé jusqu'au dernier jour de ma vie. Une mort où En l'an 1342, des cardinaux se sont enfermés dans cette salle pour élire des papes. Aucun d'eux n'a tenu jusqu'à 80 ans. Aujourd'hui, je reçois un homme qui s'est donné jusqu'à ses 80 ans pour que ça n'arrive plus jamais. Ayant fait les écoles les plus dures de France, ayant créé 2 boîtes qu'il a ensuite revendues, il arrive à 40 ans, son corps avait 32 ans d'avance sur lui et il s'est donné jusqu'à ses 80 ans pour repousser la mort. Donc j'ai l'honneur d'avoir avec moi Gabriel Sian. Bienvenue dans la salle du conclave. Bonjour Raphaël, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans la salle du conclave pour ce 4e épisode avec toi, où on va parler de sujets complètement différents des précédents. Et je pense que ça va être juste incroyable. J'ai une grande confiance que tu sauras poser les bonnes questions et orienter la discussion dans le bon sens. J'ai hâte de voir ça. Tout d'abord, tu peux commencer par te présenter et dire d'où tu viens. Oui, donc je m'appelle Gabriel, j'ai 45 ans. Je suis né à Bucarest, en Roumanie. J'ai passé mes 18 premières années à Bucarest, dans la capitale, avant de venir en France pour faire des études. Et très rapidement, j'ai été pris par cette passion d'entreprendre. Après 3 ans en classe prépa à Louis-le-Grand, j'ai intégré l'école polytechnique. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est la première occasion de ma vie de créer une entreprise de manière légale et de faire les choses proprement. Avant, dans la cour de récré, au lycée, j'ai vendu des jeux vidéo Ok. piratés. Ah oui. Gravés sur des CD. J'étais associé à un partenaire qui avait un graveur CD qui était un dispositif extrêmement cher. Et donc, lui s'occupait de la production et moi, je m'occupais de la commercialisation. Après, j'ai vendu des téléphones portables d'occasion, pareil, dans la cour de récré, à mes copains. Et donc, bien évidemment, tout ça a été fait au black. Et donc, à l'occasion de l'entrée à l'école polytechnique, je me suis dit, voilà, j'ai enfin l'occasion de créer quelque chose de légal, de structuré. Et donc, c'est là où j'ai entrepris pour la première fois. C'était une expérience incroyable. En 2e année d'école d'ingé, on a levé des fonds avec mon partenaire. Pendant que mes copains étaient en train de jouer au poker et enchaîner les soirées, moi, j'étais en train d'entreprendre, de faire du chiffre d'affaires, de lever des fonds, d'apprendre la comptabilité, le juridique, la gestion d'entreprise, le recrutement. C'était vraiment extraordinaire. En fin d'études, j'ai eu l'occasion de faire un stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en stratégie. Et à cette occasion, c'est intéressant, j'ai vraiment pu comparer, en connaissance de cause, une carrière de salarié qui était très intéressante, de consultant en stratégie, et une activité d'entrepreneur. Et pour moi, très rapidement, ça a été juste évident que, si nécessaire, je mangerais des pâtes jusqu'à la fin de ma vie, mais que je serais entrepreneur. Ça n'a pas été facile, mais du coup, c'était tellement une vocation pour moi. C'était tellement une passion viscérale que, de toute façon, il fallait que j'aille dans cette direction-là. Et donc, à l'époque, j'ai monté une place de marché pour la réalisation de projets informatiques et graphiques. Donc, je mettais en relation des prestataires de services informatiques et graphiques, des graphistes, des designers, des développeurs,
avec des entreprises et des porteurs de projets qui avaient besoin de ces compétences-là. Donc ça a été très belle aventure. À la fin de mes études, j'ai relevé des fonds. J'ai rencontré des entrepreneurs investisseurs qui m'ont énormément apporté, qui avaient quelques dizaines d'années de plus que moi, peut-être 10-15 ans, pour pas trop les vieillir non plus. Et j'ai énormément appris. Euh, et ça a été une très belle transition entre les études d'un côté et puis ensuite l'activité d'entrepreneur. Par la suite, j'ai jamais été salarié à part de ma propre entreprise, avec un petit bémol parce que lorsque j'ai vendu la deuxième société, j'ai dû faire une période d'accompagnement qui s'appelle l'earn-out, qui a duré 2 ans, pendant laquelle la société avait été cédée. Mhm. Et j'étais encore salarié. Donc, D'accord, ouais. stricto sensu, je n'étais plus salarié de ma propre entreprise, ce n'était plus la même, mais c'était en tout cas cette transition Ok, oui. vers de nouveaux horizons. Donc, les 2 sociétés que j'ai montées, la première, c'était cette marketplace. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs, ce qui m'a permis, en fait, d'apprendre beaucoup de choses et d'éviter les mêmes erreurs dans la deuxième société que j'ai créée, qui s'appelait GetEmail, qui était un logiciel à base d'intelligence artificielle et de big data dans le marketing direct. Donc, ce qu'on faisait, on collectait des données publiquement accessibles sur Mhm. Internet au sujet des sociétés et de prospects, et puis on structurait ça dans des bases de données de prospection avec un degré de fiabilité très élevé, ce qui fait qu'elles pouvaient être utilisées Ok, oui. assez facilement par toute entreprise, donc du monde entier. Euh, donc c'est comme ça qu'on a fini par travailler avec Salesforce, avec IBM, avec Des grosses Uber, boîtes. Ok. avec Microsoft. C'était assez incroyable. Avec Dell également. Vu que dès le départ, on avait développé cette société avec une vue internationale, ça nous a permis d'avoir aussi, cerise sur le gâteau, accès à des acquéreurs internationaux américains qui ont valorisé la société sur des standards de valorisation qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on aurait pu avoir en France ou en Europe. Ok. Et sur Avantageux. avantageux, très Ouais. avantageux, ouais. Et donc, sur cette deuxième société, ça a été vraiment un parcours un peu sans faute, presque, j'ai envie de dire. On a mis 5 ans entre la création de la société et la revente. On a bénéficié de fonds publics euh, et de subventions pour l'innovation en France. C'est quand même un mécanisme extrêmement favorable. Ce pourquoi je pense que la France, c'est contrairement à l'impression générale, moi je considère que la France est l'un des meilleurs pays pour entreprendre, en tout cas pour commencer Mhm. une société. Plus tard, ça peut éventuellement changer, mais en tout cas, on a bénéficié de tout ça. On a été appliqué, on a bien exécuté, et puis on a été bien accompagné également pour la stratégie de cession. Donc toute cette aventure entrepreneuriale a duré peu ou prou 20 ans. En fait, entre 21 et 40, hein, 40, ouais. voilà. Et arrivé à 40 ans, lorsque j'ai vendu cette dernière société, ma vie a complètement changé. Et je me suis rendu compte que l'argent n'était plus le facteur limitant dans ma vie. Le nouveau facteur limitant, c'était le temps passé en bonne santé. Et j'ai réalisé également que lorsqu'on a 40 ans, il nous reste encore 25 ans, statistiquement parlant, de vie en bonne santé. Et à partir de 65 ans, on commence à avoir des maladies chroniques. Mm. Et donc, je me suis dit, waouh, déjà 40 ans, il ne reste plus que 25 ans pour profiter en fait de cette nouvelle vie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tendre un petit peu l'élastique? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner? Et c'est là où j'ai découvert ce secteur absolument passionnant de la longévité humaine, qui est un mélange de médecine préventive et de biotechnologie, qui se développe extrêmement vite. Le point d'inflexion a déjà été atteint. C'est encore un peu confidentiel, mais ce qui se trame dans les laboratoires, c'est absolument incroyable. Ok. J'aurais pensé que c'est de la science-fiction, mais en fait, non, il y a vraiment des choses tout à fait concrètes et tout à fait légitimes et sérieuses qui sont pour certains aujourd'hui en phase clinique, donc déjà testées dans des humains, Ok. dans des échantillons limités. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est la prochaine révolution de l'humanité. Il faut absolument que je profite de cette opportunité et que j'arrive à me positionner intelligemment. Pour moi, personnellement, comment est-ce que je peux profiter en fait de ces derniers progrès de la médecine préventive? Comment est-ce que je peux me positionner en tant qu'investisseur intelligemment là-dessus? Et comment est-ce que je peux entreprendre?
Donc, ça a été le début de tout un parcours et de la nouvelle vie. C'est Et donc, me super. voilà 5 ans après. Donc, à 40 ans, je vends ma boîte et j'en ai 45. Donc, 5 ans après, me voilà aujourd'hui Ici. ici, exactement, en train de faire cet épisode avec toi. Oui, donc du coup, après à peu près tout ce parcours, au final, on revient un peu au début. Tu as commencé à entreprendre, un peu très jeune dans la cour d'école, déjà à vendre des téléphones, des jeux vidéo. Et comment ça a fait le changement entre la Roumanie et la France? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'étais dans une école française OK, parce que mes parents, qui sont tous les deux enseignants, euh, ont eu cette présence d'esprit, cette intuition que le pays allait s'ouvrir à l'international après la Révolution et l'abolition du système dictatorial qu'il y avait. Donc, ça s'est passé en 1989. À l'époque, j'avais 8 ans. Et mes parents se sont dit, voilà, enfin, le pays va s'ouvrir et donc c'est le moment d'éduquer nos enfants et de les envoyer dans des écoles où ils vont bénéficier justement de cette ouverture-là. Et donc, comme ma maman est prof de français, mmh, elle s'est dit, bah, tiens, on va les envoyer à l'école française. Et à l'époque, la France et la Roumanie avaient beaucoup de relations. Il y avait beaucoup de Roumains qui parlaient français d'ailleurs. Et donc voilà, l'une dans l'autre, je me suis retrouvé dans cette école. Et donc la transition vers le système français a été très facile puisque j'avais passé toute ma scolarité dans le système français. et tu étais plutôt un bon élève ou un élève, Alors c'est marrant, alors l'école était, à l'époque, l'école était pas la meilleure. OK. Les enseignants étaient pas les meilleurs. Les élèves étaient pas les meilleurs. C'était souvent des fils à papa, fils de diplomates, de différents hommes d'affaires et personnes qui étaient envoyées pour le compte de grandes entreprises, Carrefour, Renault et ainsi de Mmh. suite. Donc c'était pas vraiment un environnement stimulant. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que ma seule voie de sortie, en fait, ou la meilleure voie de sortie pour moi, c'était d'être un bon élève et de quitter mon pays avec une bourse d'excellence, de faire des études en France. Et donc j'ai bien exécuté, quoi. Mmh. J'ai fait ce qu'il fallait et effectivement, j'ai eu des très bons résultats et j'ai été le premier élève de toute l'histoire de l'école à intégrer l'école Louis le Grand, Oui, déjà en en premier, et prépa? puis Ouais, l'école polytechnique OK. par la suite. Et bon, comme j'ai ouvert la voie, après il y en a eu d'autres et d'ailleurs ils m'ont même invité à un moment pour témoigner un petit peu de mon parcours. Et j'étais ravi de dire à tous ces élèves que c'est possible, qu'il faut juste voilà, il faut qu'ils se rendent compte que c'est possible et à partir de là, ils vont le faire. Et donc, il y en a eu un certain nombre qui ont suivi le même parcours. Et donc, j'ai été ravi à la fois être le premier, d'ouvrir la voie et puis aussi d'inspirer d'autres élèves de cette école pour suivre le même parcours. Ouais, cette partie de Ouais. transmettre, Donc, est-ce que c'était difficile? Oui, c'est des études extrêmement exigeantes, mais moi, en même temps, j'ai toujours été compétitif. J'ai adoré la compétition, la performance. Ça nourrissait une partie de moi. mmh, Et donc, ça a été juste dans la continuité. Et je savais que ce serait difficile. Je savais que j'aurais pas beaucoup de temps libre. Je savais que je bosserais le samedi, dimanche, qu'il n'y aurait pas de vacances pendant quelques années. Et en même temps, c'était assumé. Et j'en garde un bon souvenir. mmh. Pas pour dire que je me suis amusé, mais pour dire que j'avais un truc à faire, que je l'ai fait et que ça me donne une bonne confiance, quoi. Donc du coup, en parallèle, tu as commencé à créer ta première boîte? Et donc, quand j'ai intégré Polytechnique, après 3 ans d'études extrêmement exigeantes, l'ambiance générale est plutôt à la fête. Ah oui. Voilà, on a intégré la meilleure école d'ingénieurs et maintenant, on va enfin se lâcher. Et donc se lâcher pour les ingénieurs, c'est faire des soirées arrosées tous les soirs, Ouais. ne pas dormir, s'amuser, voilà, pratiquer toutes sortes de sports, d'activités, les unes plus saugrenues que les autres. Et pour moi, c'était enfin l'occasion d'entreprendre. Et je l'ai fait avec un copain qui était libanais et qui avait intégré à l'école centrale. Et donc, on avait tous les deux cette espèce d'énergie en nous d'entreprendre et la conscience que c'est pour la première fois qu'on pouvait le faire correctement. Heu, donc voilà un petit peu le parcours et comment est-ce que je me suis mis à entreprendre. C'était difficile, très difficile, surtout qu'on n'avait pas du tout les mêmes mécanismes d'accompagnement, la même communauté qu'on peut aujourd'hui, plus facilement avoir. Mmh. Mais quelque part, ce qui ne te tue pas te rend plus fort et ça a été, des enseignements, appris à la dure. Donc d'autant plus, profondément ancrés dans l'expérience que nous avons aujourd'hui.
moi et puis mon Mmh. associé de l'époque également. Un peu comme une forme d'apprentissage, ça a fait des leçons, C'est le ça, fait des de se lancer leçons, c'est ça, et à donc 2 quoi. des leçons dures en fait, donc Ouais. tu pas prêt de les oublier. Est-ce que tu peux me raconter du coup le lancement de ta première boîte, ce que Ouais, c'était, ouais, comment ça s'est passé et pourquoi tu as arrêté? ouais, ouais, ouais. Oui, très belle expérience, et surtout très riche en apprentissage. Globalement, je dirais que ma première expérience entrepreneuriale, ça a été l'expérience de l'apprentissage, et la deuxième expérience entrepreneuriale, ça a été, l'expérience de la réussite. Et ça me fait penser à ce dicton que quoi qu'il m'arrive, de toute façon, soit j'apprends, soit je gagne. Et donc, pour moi, la première entreprise, c'est j'ai appris. Et la deuxième entreprise, j'ai gagné. Donc, revenons à la genèse du premier projet. Je voulais créer quelque chose sur Internet. Je suis ingénieur, Mmh. je sais faire du développement informatique et il fallait que ce soit quelque chose dans ce domaine-là. Et justement, comme j'étais pas mauvais en informatique et en programmation, je m'étais inscrit sur un site qui s'appelait Rentacoder, qui n'existe plus depuis très longtemps, qui a été racheté, qui était un site américain qui permettait, pour simplifier, à des Indiens de travailler pour des Américains, OK. pour la création de sites internet, de design, de prestations de mise en page, de rédaction, enfin tout ce qui est réalisable à distance. Et j'avais gagné quelques centaines de dollars en faisant de la prestation de développement informatique. Et j'avais trouvé ça génial de pouvoir travailler pour des gens, gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Et donc ça a été la première, vraiment la première étincelle. Et après, je me suis dit, mais j'ai envie, plutôt que de faire du travail pour les autres, j'ai envie de développer le même projet, Mmh. mais sur la francophonie. Parce qu'effectivement, les Indiens sont anglophones, ils travaillent avec les Américains, Ouais. avec le Royaume-Uni, tout ça, donc c'est cool. Mais un autre marché qui est peut-être plus petit, mais qui est absolument pas exploité, qui est le marché de la francophonie. Et on a la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, l'Algérie, la Roumanie, qui a pas mal de développeurs, ou qui en avaient à l'époque en tout cas, qui parlaient français. Mmh. Le Sénégal, un peu le Vietnam aussi. Donc OK. je me suis dit, voilà, ça fait un beau marché. Et Ouais. donc du coup, je vais faire la même chose que Rent-A-Coder. Ça va être le Rent-A-Coder de la francophonie. Et c'est comme ça que l'idée a pris naissance. Et donc, très rapidement, je me suis mis à développer le site internet, et j'ai commencé à contacter des entrepreneurs en France qui avaient besoin de prestataires informatiques, et de l'autre côté, des développeurs roumains qui parlaient français et qui voulaient bien trouver des clients en France. OK. Très rapidement, euh, c'est devenu enfin, il y a eu des Tunisiens, il y a eu des Marocains qui sont venus, des Algériens, des Malgaches aussi, OK. du côté prestataire, du côté euh, client et porteur de projet. Il y a eu la France, il y a eu la Belgique, il y a eu la Suisse, Au fur et à mesure, ouais. au fur et à mesure, ouais. Et donc, voilà, je pense 3-4 mois après le début du projet, j'ai eu mes premiers clients. Donc, ça a été une belle expérience. La première fois, je me rappelle, la première fois, c'est toujours spécial. Quand un porteur de projet a payé, a mis sa carte bancaire pour payer une prestation, waouh, c'était extraordinaire. J'étais sur un petit nuage pendant plusieurs Ouais, jours, ouais. plusieurs semaines. Et il a été content, ça s'est bien passé. Et puis après, il est revenu avec d'autres projets. Donc, ça a été notre premier client fidèle. Il en a parlé à ses copains, les copains sont venus. Et donc, assez rapidement, avec un budget marketing quasiment nul, voire même rigoureusement nul, on a commencé à avoir un certain flux. Je me rappelle encore, donc à l'époque, il n'y avait pas Stripe, il n'y avait pas toutes ces applications qui permettent Processeur de d'interfacer pour paiement, faire ouais. le paiement par carte bancaire. Donc, il fallait passer par Société Générale. C'était pendant plusieurs mois, j'ai dû discuter avec eux. Ça allait à 2 à l'heure. L'interface était vraiment infernale. Ils n'avaient pas de manuel d'utilisation. C'était une catastrophe. C'était en quelle année ça? 2004-2005. OK. Mais bon, voilà, il n'y avait aucun obstacle qui était infranchissable pour quelqu'un Oui. de déterminé.
Et donc, j'ai fini par avoir le contrat et implémenter justement ce système de paiement dans le site. Et donc, ça s'est pas mal développé à l'époque. Donc, il y avait une idée assez intéressante, c'est que pour assurer un contexte aussi sécure que possible pour le porteur de projet et pour le prestataire, comme ils étaient dans des pays différents qui ne se connaissaient pas, il y avait un système ils appelaient ça en anglais escrow, c'est de dépôt de garantie, où le client va déposer le montant correspondant au projet dans un dépôt de garantie chez nous. Nous, on garde cet argent pendant toute la durée de réalisation du projet et le prestataire paye à la fin. Et de telle manière, nous, on était le tiers de confiance qui étions en mesure de garantir à la fois au donneur d'ordre que on lui rembourse si jamais le travail n'est pas bien fait, et à la fois au prestataire qui va être bien payé à partir du moment où il réalise le projet correctement. Donc, du coup, ça nous a donné des fonds de roulement négatifs. Donc, du coup, aussi la possibilité de financer le développement de la société. Alors, en toute honnêteté, c'était un peu borderline côté juridique. Oui. Mais au début, lorsqu'on est petit, c'était une belle manière de démarrer. Donc après, ça nous a permis effectivement, avec le progrès qu'on a réalisé, de mettre les choses au carré et assurer un cadre juridique qui était correct. Mais au début, voilà, on a eu cette flexibilité-là et cette créativité, cette espèce de système D, cet état d'esprit de système D qui nous a permis de financer notre développement. Et donc, c'était chouette. Donc ça, c'était pendant les études, stage de fin d'études. Alors là, c'était vraiment, vraiment difficile parce que l'activité de consultant en stratégie est extrêmement intense. Et donc, je finissais à 21h du soir. Ah oui. Et après, j'avais la deuxième journée qui commençait jusqu'à 2-3 heures du mat pour gérer ma société. Donc, ça a été très dur, mais encore une fois, tout Il ce fallait qui tenir le te tue rythme. pas te rend plus fort. Et Ouais. donc, après, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, déjà, de les faire rapidement et de pouvoir continuer. Et donc, quand j'ai fini mes études, donc j'ai fait en école d'application, j'ai fait Télécom Paris-Tech, Mm. avec deux cursus principaux, c'était l'entrepreneuriat et l'économie. Ok. J'ai eu beaucoup plus de liberté, plus de temps, et ouais, j'ai eu un accord tacite de la part des enseignants que voilà, ils vont me laisser Ouais. développer mon entreprise. J'ai beaucoup de reconnaissance pour eux d'ailleurs. Et à la fin des études, j'ai levé des fonds auprès d'investisseurs professionnels, ce qui m'a permis d'enchaîner directement dans mon activité entrepreneuriale à 100%. Ok. T'es fait accompagner Pour la par levée de des fonds, mentors plus ou moins, oui. Mm. Il y a eu de l'aide. Il y a eu de l'aide. Et en même temps, j'étais toujours maître à bord. Ouais. Donc, je pense que c'est intéressant de trouver le juste équilibre où tu bénéficies d'aide, mais en même temps, ils ne font pas les choses à ta place et tu restes responsable et tu te responsabilises et tu fais les choses qu'il faut sans forcément trop te reposer sur les autres. Euh, Et donc, il y a eu une belle transition grâce à cette levée de fonds. Euh, Et j'ai pu continuer le développement de la société dans les locaux de mes investisseurs, qui m'ont aussi beaucoup aidé sur la gestion d'entreprise, sur le recrutement, sur la recherche de subventions publiques, euh, sur le fait d'avoir un bon comptable, un bon avocat. Voilà. Donc, il y a eu, ouais, ils vont vraiment expliquer comment est-ce qu'on gère une entreprise et comment est-ce qu'on la développait. Ok. Alors, ce qui s'est passé après, c'est vraiment intéressant. Et je veux vraiment te le partager à toi et tes auditeurs parce que je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ça. Donc, j'étais quelqu'un d'extrêmement déterminé. Je travaillais sans limite et j'arrivais effectivement à obtenir un certain nombre de résultats, de chiffre d'affaires, de recrutement. Donc, c'était assez grisant de voir les briques qui permettent de construire un mur, le mur qui devient une cathédrale. Et donc, Ouais. petit à petit, je voyais comment est-ce que tout cet effort minutieux, jour par jour, nuit par nuit, permettait de construire tout un édifice. Et à l'époque, j'avais par contre pas une connaissance de moi suffisante pour me rendre compte que l'énergie, même si elle est importante, elle n'est pas infinie. Mm. Et donc après un an et demi euh, de, de travail extrêmement intense, le chiffre d'affaires a commencé à décoller, j'avais des commerciaux, j'avais des développeurs, c'était vraiment
vraiment génial Tout allait pour le mieux d'en avoir galéré autant et puis de voir effectivement le fruit de ses efforts au bout du compte. Et donc, on avait une très belle croissance. Je me rappelle, cette année, on avait fait une croissance. On était passé de 4 collaborateurs à 40 en un an. On avait multiplié le chiffre d'affaires par 10 peut-être. C'était exceptionnel. Et fort de cette croissance-là, je demande à mes actionnaires et associés, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'on rachète d'autres sociétés? On avait commencé à avoir des petits concurrents. Est-ce qu'on vend la société? Est-ce qu'on lève plus de fonds? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se développe plus à l'international? Est-ce qu'on lance une nouvelle ligne de business? En fait, j'avais cette intuition que euh, c'est pas en pédalant plus vite qu'on va aller plus vite. Il fallait tout simplement changer de véhicule de déplacement. OK, Il ouais. fallait trouver une autre idée, concrètement. Et là, mes associés me disent, ben, non, mon cher, tu as fait fois 10 dans le chiffre d'affaires, tu continues sur la même lignée, et puis l'année prochaine, tu fais fois 5, 6, et puis... Et donc là, on arrive dans une deuxième étape qui est vraiment intéressante, où je rentrais dans la réunion. On avait des réunions mensuelles. Mmh. Et donc, je rentrais dans la réunion avec mes idées, et comme c'était des gens qui avaient un très fort charisme, une très forte expérience, plus âgés que moi, donc je rentrais avec mes idées, je ressortais avec leurs idées. Ouais, il se permettait de Ils avaient prendre les raison, devants. ils avaient raison. Voilà, ils me transmettaient ce qui pour eux était la meilleure stratégie. Donc, Ouais. je ne fais pas du tout une critique. J'évoque juste les choses telles qu'elles se sont passées. Et là, j'ai commencé à être de plus en plus fatigué, Mmh. épuisé. La croissance n'a pas été aussi exponentielle que l'année précédente. Et donc, on est entré dans une espèce de dialogue de sourds où moi, je sentais que j'avais besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau projet de croissance. Et eux me disaient, ben non, on continue comme avant, ça va bien se passer. Ouais. Après un certain nombre de réunions comme ça mensuelles où je rentrais avec l'idée qu'il faut changer de braquet, quoi. Faut lancer un nouveau projet, une nouvelle idée. Et eux me disaient, ben non, on continue comme ça. Bon, au bout d'un certain temps, ils me disent, bon, bah, ok, si tu veux, on vend la société. Mmh. Et on met en place une stratégie de vente. On mobilise des banquiers d'investissement pour nous chercher des acquéreurs. Et on commence à travailler dessus, à contacter des acquéreurs potentiels. Et on finit par avoir des offres de rachat, mais qui étaient, sans grand effet de surprise, bien inférieures à l'espèce de vision que nous, on avait de la valeur qu'on avait créée, et de Ouais. l'actif, la valeur de l'actif qu'on souhaitait vendre. Et donc, on arrive dans une phase assez intéressante où il y a un décalage entre, d'un côté, nos exigences, nos attentes, Mmh. les offres en face. Il y a beaucoup d'épuisement du fait que non seulement il faut gérer la société, mais il faut gérer aussi le processus de vente. Donc, tu travailles 2 fois plus. Et c'est là où tu dois montrer les résultats les plus ambitieux et les plus beaux à la croissance. Et c'est là où tu as aussi le plus d'intensité et il y a une partie de l'énergie qui est épuisée, qui est investie sur le processus d'acquisition. Et on refuse ces offres-là en disant que de toute façon, elles ne sont pas assez bonnes. Le temps s'écoule. Après 6 mois, 1 an, le chiffre d'affaires se stabilise. Euh, les offres ne sont plus basées sur une croissance hypothétique, mais sur le chiffre d'affaires tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'offre est encore plus basse. Nous, on se dit, bon, bah, on a visé un peu trop, donc on va baisser. Ouais. Mais le temps de baisser, les propositions d'acquisition ont aussi baissé. Donc il y a eu constamment une espèce de décalage comme ça, Ouais. entre d'un côté ce que nous, on voulait obtenir, et de l'autre côté ce qu'on nous offrait. Donc à la fin, le prix d'une société, d'une entreprise, d'un actif, c'est ce que les acquéreurs veulent bien payer. Il n'y a pas de calcul, on peut spéculer autant qu'on veut. À la fin, si on ne trouve pas un acquéreur qui veut bien payer le prix, bah, c'est que le prix, c'est pas ça. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai appris à la dure, qui a été encore une fois très enrichissant pour la suite, mais qui a été aussi très traumatisant sur le court terme. Et donc, on a vu petit à petit le prix de la société diminuer progressivement. Ouais. Avec toujours ce décalage entre le prix d'acquisition et le prix que nous, on voulait demander. Et donc, il n'y a pas eu de transaction parce qu'il y avait ce décalage. Et donc, à un certain moment, on en est arrivé à un stade où j'ai proposé à mes actionnaires de l'époque une sortie honorable pour eux, la meilleure dont j'étais capable et que la société pouvait se permettre.
Et donc, j'ai continué l'aventure tout seul pendant un certain temps. Alors, ce qui est intéressant, malgré tout, dans les SaaS, c'est un peu moins à la mode maintenant, mais à l'époque, c'était un business model extrêmement résilient et extrêmement puissant. C'est encore assez tendance. Plus ou moins avec l'IA, Ouais, on prédit la fin du SaaS. c'est Bon, tout ça, exactement c'est tout ce très qui. spéculatif, j'en sais rien, mais à l'époque, c'était vraiment très puissant. Donc, je peux le dire en connaissance de cause. Très bonne résilience, en fait, du modèle. Très bonne résilience des personnes qui payaient des abonnements tous les mois. Malgré le fait que les investissements étaient moins bien, l'énergie que je mettais dedans était moindre. Ouais. Ben, malgré tout, les clients nous ont suivis pendant des années. Et du coup, lorsqu'on a un SaaS et qu'on arrête d'investir, eh bien, le business continue, le chiffre d'affaires continue, il baisse petit à petit, mais les coûts baissent de manière brutale puisque tout l'investissement, le budget marketing est diminué du jour au lendemain. Oui. Donc, du coup, tu crées un décalage comme ça très intéressant entre le chiffre d'affaires qui baisse petit à petit, mais les coûts et les charges qui sont bien plus basses. Donc, en fait, tu fais quand même du bénéfice. Tu sais que tout ça, ça va s'arrêter parce qu'à force de descendre, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Mais ça peut durer des années et ça a duré des années. Donc, quand mes associés sont sortis, j'ai profité de ce modèle-là et de cette reconfiguration du business et de la gestion et je l'ai vendu malgré tout au directeur des opérations qui était un ingénieur qui avait travaillé avec moi pendant plusieurs années, qui était très sérieux, très consciencieux et qui était ravi de reprendre La suite, ouais. l'aventure. Et donc moi, je suis sorti de cette société dans ce cadre-là, sans que ce soit une catastrophe, mais sans que ça soit un succès de dingue non plus. Et encore une fois, ça a posé les prémices Oui. de ma deuxième aventure où effectivement les choses n'ont plus du tout été faites de la même manière. Il a suffi d'une première fois pour Il prendre a la suffi. leçon. Exactement. C'est exactement ça. On dit qu'il y a certaines personnes qui apprennent des erreurs des autres et certaines autres qui n'apprennent même pas de leurs erreurs. Et ben, moi, j'ai été un petit peu entre les deux. Ah ouais? J'ai appris de mes propres erreurs. Et finalement, ce qui compte, c'est la suite, en fait. C'est ça. Comment est-ce qu'on utilise, justement, c'est pas le point de départ, c'est le Ouais. point Mais d'arrivée et éviter de la courbe répéter les erreurs d'évolution. passées. Donc, ça a été un peu ça, l'histoire de ma première société. Ça a duré combien de temps à peu près? Ça a duré trop longtemps et ça aussi, c'est un apprentissage. C'est en gros entre 2005 et 2015. Ok, Donc, donc 10 à peu ans. près 10 ans, ouais. Il Et y a eu ensuite? beaucoup de persistance, beaucoup de persévérance, voire même beaucoup d'obstination. Je m'identifiais à mon projet, c'était mon identité. Ouais. Et je pouvais juste pas quitter dans des conditions qui n'étaient pas celles que j'imaginais. Et a posteriori, je me dis que j'aurais dû faire les choses plus rapidement, laisser mon ego un peu de côté. Ouais. Et accepter aussi la limite de qui on est, de sa réussite, pour pouvoir mieux rebondir, plutôt que de rester empêtré dans des sociétés, dans des actifs, dans des mécanismes qui ne sont pas épanouissants. Et du coup, l'écart entre la création de ta première boîte après avoir vendu et Ouais. la création de ta deuxième boîte, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ouais, entre les deux, je me pose et je me dis, bordel, qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience? C'est pas un échec, je fais du chiffre et j'ai pu me payer. J'ai même pu acheter un appart à Paris, haussmannien, tu vois? Donc c'est loin d'un échec. Un bel Et en exit? même temps, c'était pas non plus super épanouissant. Qu'est-ce que j'apprends de ça et comment est-ce que je rebondis? Donc j'ai mis à peu près 1 an à me poser, à aller à des conférences sur l'entrepreneuriat, discuter, méditer. Et là, je me dis plusieurs choses. Je me dis de 1, plus envie d'être tout seul. Attention, je ne parle pas de tout seul dans le projet parce qu'il y a eu des investisseurs, ils m'ont Oui. aidé, mais ils n'étaient pas là du matin jusqu'au soir. En fait, j'étais le seul opérationnel et le seul à me mouiller vraiment parce qu'ils avaient d'autres investissements. Et donc, s'ils en Forcément. perdaient un, c'était pas très catastrophique. Alors moi, c'était ma vie, en fait. Donc, je me suis dit, j'ai plus envie d'être tout seul. Il faut qu'on soit 2 ou 3. Je me suis dit, plus d'obstination. Accepte prends ça comme des expériences. Tu te donnes un délai et puis tu donnes ton maximum sur le délai en question. Et puis, si à la fin de ce délai-là, tu n'as pas obtenu le résultat que tu voulais, bah, laisse tomber et tu fais autre chose. Ouais. Ou d'une autre manière, en tout cas. Donc, moins d'obstination, plus de flexibilité. J'ai plus envie d'être tout seul. J'ai envie que ce soit international. J'avais vu pendant le moment sur la phase de recherche d'acquéreur de mon ancienne société,
qu'on était rapidement limité aux acquéreurs français ou francophones, parce que le business était en France et que on avait du mal à trouver une histoire qu'on pouvait raconter à des acquéreurs internationaux pour valoriser la société un peu mieux. C'est intéressant parce que souvent on dit bah, développe un business sur le marché local et quand ça va bien se passer, tu vas te développer à l'international. Moi, j'ai fait ça. J'ai écouté les grands experts du Ouais. secteur qui étaient souvent des cadres à la retraite d'entreprises, de grandes entreprises et qui ne comprenaient rien à l'entrepreneuriat. Mmh. Mais bon, donc j'ai donné, j'ai vécu, j'ai vu que ça n'avait pas donné le bon résultat. Et là, je me suis dit, je vais développer à l'international. Je ne sais pas trop quoi, mais je vais développer à l'international. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'opportunités dans la génération de leads. Ouais. Et je me suis dit, ben, vu que j'ai passé 10 ans là-dedans, je vais faire quelque chose de différent, mais toujours voilà, dans ce secteur-là. Dans ce domaine, avec de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, il y avait l'histoire du marketing direct, génération de leads avec l'intelligence artificielle et les 2, à mon avis, enfin, j'avais cette intuition qu'il fallait faire quelque chose dans ce secteur-là, Ouais. parce il y avait beaucoup de belles opportunités. Et donc là, je vais chercher un ami que je connais depuis la classe prépa, heu, avec lequel j'avais un petit peu perdu contact un certain temps, qui est allé travailler dans l'industrie aérospatiale. Et qui n'en pouvait plus, qui voulait absolument entreprendre et qui avait même à l'époque, créé une entreprise. Il était tout seul aussi. Donc moi, j'étais en réflexion, lui, il était le nez dans le guidon dans cette entreprise-là et on commence à discuter d'une potentielle association. Ça a duré assez longtemps, mais on a fini par se mettre d'accord, pour une association à 50-50. Et ça aussi, c'est intéressant et c'est, contraire aux recommandations en général qu'on fait sur l'association et sur l'entrepreneuriat. Où en général, on va te dire: «Bah non, faut qu'il y ait un maître à bord, faut qu'il y ait Ouais. un chef et tout». 49, 40 51%, à la limite 49-51 ou ouais. plus quoi, plus Oui, déséquilibré, oui. mais bon, faut qu'il y ait un maître à bord. Et pour moi, ça a été l'expérience exactement contraire, parce que justement, parce qu'il y avait pas de maître à bord, on était tous les 2 également Au même responsables rang, de ouais. la société. Je ne pouvais pas imposer de décision. Il ne pouvait pas imposer de décision non plus, donc ça nous a obligés à être respectueux l'un envers l'autre et à chercher le consensus. Mmh. Ça nous a permis aussi d'être également, motivés pour la vente et d'avoir en gros, un sentiment de justice qui nous a beaucoup, beaucoup permis d'avancer dans les difficultés de l'entrepreneuriat et des différents obstacles qu'on a dû franchir. Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est une observation générale, que ça ne s'applique pas à tout le monde, mais pour nous, ça a fonctionné justement pour ça. Et je me rappelle même des discussions intéressantes que j'avais avec Nicolas, mon associé, qui me disait: «Mince, c'était tellement difficile et si j'avais eu 49, j'aurais laissé tomber, mais là, vraiment, je me dis: "Je peux pas, Ouais. je suis responsable et j'ai exactement le même nombre de parts et la même implication que Gabriel"». Donc c'était beaucoup plus épanouissant pour moi de partager les difficultés au quotidien avec un partenaire Ouais. opérationnel. Un autre apprentissage donc de l'ancienne, expérience a été, justement la recherche de fonds publics. Donc en France, la France est le meilleur pays pour entreprendre parce qu'en fait, entre, les subventions de la BPI, Yes. les Ouais. prêts, remboursables en cas de succès, le PGE, ça a été le cas du PGE aussi, peu près pour la garantie par l'État OK. dans le cadre du Covid. Ah oui, ouais, à l'époque 2021, c'est ça? C'était en 2021. Ouais. Hem, entre les crédits gratuits, Amazon, Web Services, OVH et Microsoft Azure, Ouais. on a eu quasiment pour 1 000 000 Ouais, voire même, ouais, 1 000 000, non 2 millions. de Si subventions si je fais publiques, tout ah enfin, ouais. si je mets tout bout à bout, on a eu, pas loin de 2 millions de fonds non dilutifs OK, ouais. pour développer notre société. Mais ça existe pas. Aux Mmh. États-Unis, tu vas avoir les 2 millions, mais ils vont te prendre 50% de Ouais. départ. Oui. Et après 3-4 levées de fonds, tu es dilué et tu deviens presque esclave de ton propre projet et tu travailles pour des investisseurs. Et en France, c'est pas le cas. Et quand tu as 2 millions pour te développer, tu ramènes la société dans un certain stade et après tu peux lever des fonds, mais sur Mmh. une valeur complètement différente et tu finis par être, actionnaire majoritaire Ouais. d'une société beaucoup plus tard et sur une envergure beaucoup plus importante. Donc ça, souvent les entrepreneurs ne le voient pas, ils voient, les inconvénients et je sais très bien qu'il y en a, Ouais. mais il y a aussi des avantages et je pense qu'il faut voir la situation dans son ensemble et pas voir que les inconvénients ou que les avantages, quoi. Faut voir,
de manière globale. Et donc, j'ai su comment bénéficier justement de ce crédit d'impôt recherche, des avantages du statut fiscal de jeune entreprise innovante, Mmh. du PGE, de l'AIMA. Enfin, il y avait plein de Ouais. sigles dans tous les sens. D'ailleurs, ils changent tous les ans. Mais le fait est qu'on a eu 2 millions de fonds non dilutifs. Et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et donc, on n'a pas levé de fonds. Il y a eu une petite exception. Oui. Et du coup, vous avez dû convaincre, Bootstrap, Ouais, jusqu'à la on a fin? bootstrappé jusqu'à la fin. Et lorsqu'on a vendu la société à un grand groupe américain coté en bourse, Ouais. on a bénéficié à 100% de la valeur que nous avons créée. Ouais. C'était inhabituel. Mmh. C'est très rare que des choses comme ça arrivent. Et en même temps, c'était extrêmement épanouissant de se dire bah, je bénéficie de la valeur que j'ai créée. Oui, j'ai galéré, oui, j'ai beaucoup bossé, mais maintenant, je vais vraiment bénéficier du fruit de mon effort. Tout ça un peu à l'opposé de copains, entrepreneurs, qui pour la plupart sont toujours dans leur société. Ouais. Sociétés qui sont valorisées peut-être pour 1 milliard ou plus. Mais en fait, tout ça est spéculatif, en fait. C'est sur papier. On se C'est raconte ça. une histoire si on a envie d'y croire. Mais tant que tu n'as pas fait un exit, Oui, ça tout reste, ça, ça reste du fictif, une chimère. ouais, ouais. On en parlait avec Mathieu Nebra, enfin dans Oui, le précédent épisode, oui, 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 comme oui, oui. quoi il cherchait, pas, à atteindre la licorne quoi, le 1 000 000 de valo. Ouais. C'était pas forcément le but, dans la vie, en soi, Mhm. que c'était juste un objectif et qu'en soi ça voulait rien dire sur le papier, Ouais. Et donc, moi, je peux pas communiquer sur le montant de la transaction. Ça a été clairement moins mirobolant, moins extraordinaire que le milliard dont on parle un peu partout. Mais tout ça, c'est encore une fois spéculatif de un et de 2. c'est juste Tu es mis en probablement avant. tellement dilué que même si c'est vendu à 1 milliard, tu vas avoir une petite partie de ça. Mmh. Et en même temps, bah, ça donne accès à une liberté à partir du moment où tu as fait cette transaction sur ta vie. Parce que, encore une fois, passer un certain seuil, ce qui compte, c'est le temps que tu peux passer, ta Mmh. santé, et moins l'argent. De toute façon, tu en as suffisamment. Et passer un seuil, ça t'apporte plus vraiment de valeur. Donc, ta question, c'était la deuxième société. Comment ça s'est passé, la deuxième société? Et comment est-ce qu'il y a eu la transition entre la première société et la deuxième? C'est ça. Voilà. Donc, voilà comment ça s'est passé. 1 an de réflexion, de brainstorming, de méditation, avant de lancer ce nouveau projet. T'entends quoi par méditation? Heu, Se Te balader dans la retrouver avec nature, toi-même? se dire Ouais, oui, se dire, «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? ouais. Qu'est-ce que Prendre du temps pour soi? qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de Ouais. faire? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire différemment?» Ouais, c'est ça que oui, et donc beaucoup de travail, sur soi-même. 40 ans, tu revends cette boîte? Le processus de vente a commencé quand j'avais 40 ans, en mars 2021, Mmh. et il a fini le 1er octobre 2021. OK. C'est le jour qui a changé ma vie. Merci au Centre des Congrès du Palais des Papes. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Actuellement, je me trouve dans la salle du conclave, où autrefois on élisait les papes. Il n'y a pas que la salle du conclave, il y en a plus d'une dizaine. Des espaces qui accueillent chaque année, chaque jour, des assemblées générales, des dîners de gala, des expositions, encore bien même des mariages pour les petits amoureux. Ensuite, on a beau être dans un palais qui date de plus de 700 ans, on dispose de toute la matière technique, des équipes merveilleuses qui vous accompagnent du début jusqu'à la fin. Pour rappel, Avignon se situe au cœur de la Provence, c'est une ville très riche en culture, et une fois arrivé sur place, tout se fait à pied. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Abonnez-vous pour soutenir le podcast. On passe à la suite de la vidéo. Ouais, en fait, comment ça s'est passé? Donc il y a eu ce point d'étape de milieu de vie, à Mmh. 40 ans. En fait, quand on vend une boîte, je me suis rendu compte de ça, auprès d'autres entrepreneurs qui ont vendu des sociétés. On se pose 3 questions. La première, c'est comment je rééquilibre ma vie? Souvent, on a eu des dizaines d'années de stress chronique, pas de vacances, on a une santé toute pourrie, on est gros, heu, heu, on n'a pas fait attention à notre femme, à nos enfants. Tout ça est vraiment Mmh. complètement déséquilibré. Toute l'énergie est focalisée sur l'entreprise. La première question, c'est comment est-ce que je rééquilibre ma vie? La deuxième, c'est, qu'est-ce que je fais de mon pognon? Souvent, pareil, on a zéro compétence dans l'investissement puisque nous, notre investissement, c'était, monolithique, en fait. C'est Ouais. notre entreprise. Déjà, on n'avait pas d'argent, donc qu'est-ce que tu veux investir, quand tu as zéro économie, de un, et de 2, tu pas envie d'investir. Toi, tu veux que ta société se développe, donc en fait, il faut tout mettre dedans. Donc la 2e question, c'est qu'est-ce que je fais de mon pognon? Et troisième, c'est qu'est-ce que je fais du restant de mes jours? Est-ce que je continue notre boîte? Est-ce que je me la coule douce? Est-ce que
j'investis? Est-ce que je monte une association? Enfin, il peut y avoir 1 million de projets. Ouais. Et d'ailleurs, pour chaque entrepreneur, l'histoire est différente. Mais bon, il faut se poser et il faut définir tout ça, quoi. Et pour moi, la réponse à ces 3 questions, ça a été la longévité. Donc effectivement, je m'intéresse à ça. Je lis des recherches Mmh. et l'état d'avancement en fait des traitements. Et donc, je me rends compte qu'on est en train de tester le rajeunissement des souris, qu'on arrive à rajeunir des souris, qu'on arrive à repigmenter les cheveux, c'est-à-dire les cheveux blancs quand tu es vieux, tu as un traitement qui te ramène OK. les cheveux à la couleur qu'ils avaient quand tu étais jeune. Que ça fait 5 ans plusieurs années qu'on teste au Japon le fait de faire repousser les dents à travers un cocktail de croissance on va t'injecter dans les gencives. Et OK. donc, tu finis par avoir une croissance des dents à 50, 60, 70 ans. Euh, des thérapies par cellules souches aussi, qui permettent de régénérer beaucoup plus rapidement les tissus et à un degré qui est impossible sans ce type de traitement-là. Les thérapies géniques, on va modifier localement ton génome. Et donc, tes cellules vont se mettre à produire des molécules qui ne sont pas normalement produites par le corps humain, ou alors des protéines en surproduction pour compenser les effets du vieillissement. Et je me dis, waouh, mais c'est quoi ce truc C'est un monde, à part Alors, soit c'est entière. du bullshit marketing. Ouais. Au début, je me suis dit, c'est du bullshit marketing. Mais je me dis, je vais quand même regarder. Et je passe 1 an à contacter des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs dans le domaine, aller à des conférences partout dans le monde, aux États-Unis. Je suis même allé en Arabie Saoudite, au Portugal, un peu partout, pour me rendre compte qu'en fait, oui, il y a peut-être une part de bullshit marketing, mais il y a aussi une autre part de recherche vraiment très concrète, très légitime, avec des chercheurs sérieux qui font leur taf Mmh. correctement et des essais cliniques déjà en cours sur un certain nombre de ces traitements-là. Je me dis: «Waouh, mais pourquoi personne n'en parle?» Est-ce que c'est pas un blind spot, un angle mort, sachant qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout le monde est vent debout sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et ce truc-là, il est un petit peu dans l'ombre, il se développe un peu dans l'ombre euh, de ce domaine à la mode, qu'est l'intelligence artificielle. Je me dis, mais c'est quand même génial. De un pour moi, parce que voilà, j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que j'avais une santé complètement catastrophique. Il y a un test qui s'appelle Glycan Age, qui permet d'évaluer l'état d'inflammation générale du corps. OK. Donc moi, le résultat, c'était 72 ans. L'inflammation, c'est quoi pour, L'inflammation, en fait, c'est le système immunitaire qui se met à attaquer tes propres cellules plutôt que d'attaquer les facteurs pathogènes. Mmh. Et donc, c'est là où tu peux avoir du rhumatisme, c'est là où tu as la peau, j'avais beaucoup d'eczéma, c'est aussi une question d'inflammation du OK. corps. Donc, plus tu avances dans l'âge, plus le système immunitaire se met à être agressif envers tes propres cellules. Donc, c'est ça l'effet de l'inflammation. Et donc, l'inflammation aiguë, locale, ponctuelle et saine, parce que c'est comme ça que le corps, quand tu as une blessure, va réagir et va envoyer en fait toutes les ressources de ton système immunitaire sur la zone où tu as une plaie ou qui est en mauvaise santé. Mais lorsque ça commence à devenir généralisé sur le long terme et ça concerne l'ensemble du corps, c'est là où on parle d'état d'inflammation générale du corps. Donc l'idée, c'est que l'inflammation soit la plus basse possible, Mmh. l'inflammation chronique en tout cas. Oui, Donc moi, elle était équivalente à celui d'un individu de 72 ans. d'accord. Quand tu apprends Euh, ça, et quand j'apprends ça, je me dis c'est un bug. ouais. Donc je le refais. Même résultat à peu près. Et en y réfléchissant, je me rends compte en fait que, alors je fais un autre test qui s'appelle test épigénétique. C'est une société qui est leader sur le marché aujourd'hui, qui s'appelle True Diagnostic. Et il y a plein de sociétés qui font ça, mais eux, c'est un peu les leaders, qui donnent l'âge biologique, qui est différent de l'âge chronologique. Tu peux avoir 50 ans, mais si tu es en très bonne santé, tu as à peu près le corps d'un individu de 40 ans ou de 35 ans. D'accord. Ou alors, si tu es vraiment complètement à la ramasse, bah, tu as 50 ans, mais tu as le corps de quelqu'un qui en a 55 ou 60 ou Ouais. 65. Donc, ça permet de poser un chiffre dessus et ça permet de commencer à mesurer ton état ta vitesse de vieillissement où tu en es, quoi. Donc, c'est bien de mettre des chiffres dessus parce que tu peux pas améliorer ce que tu peux pas mesurer. Et pour moi, c'était 72 ans. True Diagnostic, c'était dans les 57. Ouais. C'était pas top non plus. Non. Les télomères beaucoup plus courts que la moyenne pour ma tranche d'âge. Donc tout ça, c'était pas de bon augure.
Et en faisant différents tests, je me suis rendu compte effectivement que j'étais prédiabétique d'ailleurs. Mmh. J'avais un taux de glycémie qui était à 105. Alors après, c'est peut-être un peu technique, mais On peut rentrer dans le technique, c'est bon. quand tu dépasses, 100 milligrammes par décilitre de sang, entre 100 et 120, on va considérer que tu es prédiabétique. Mmh. Et donc, c'est un processus qui dure entre 5 et 10 ans, pendant lequel ton pancréas produit de plus en plus d'insuline et tes cellules deviennent de plus en plus résistantes à l'insuline. Elles absorbent de moins en moins bien les glucides dans le sang. Pendant ces 5 à 10 ans, c'est complètement asymptomatique. Moi, j'étais dedans. C'est-à-dire que tu sens strictement rien, pas Mmh. de douleur, pas d'inconfort, rien. Mmh. Le corps, sur le court terme, en apparence, arrive à gérer justement ce déséquilibre-là, en compensant avec de plus en plus d'insuline. À passer un certain seuil, en fait, il y a un décrochage Ça se dégrade. où la résistance de tes cellules à l'insuline augmente et le pancréas ne peut pas produire plus d'insuline. Et là, tu deviens diabétique. Et c'est OK. déjà trop tard et on va dire, bah voilà, tu as le diabète. C'est la base de toutes les autres maladies chroniques, mais bon, tu l'as, c'est irréversible, alors que le prédiabète est réversible. Mais il est asymptomatique, c'est-à-dire que personne n'y pense. Donc moi, voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette prise de conscience avant qu'il ne soit trop tard. Mmh. Et je me rends compte en fait que mon corps avait envoyé des signaux faibles de ce Ouais. déséquilibre-là pendant toute ma vie. Et juste la médecine actuelle n'a jamais pris sérieusement en compte en fait ces signaux-là. Et plutôt que de traiter les causes, s'est contenté de traiter les effets. Exemple concret, pendant toute ma vie, j'ai eu de l'eczéma. L'une des manifestations de l'eczéma, en fait, c'est des plaques rouges Ouais. sur la peau, sur le visage. C'est des pellicules sur les cheveux aussi, que je vivais très mal. J'étais allé voir plein de médecins qui m'ont dit: «Bah, écoute, prends, du shampoing spécial, prends des crèmes». Personne ne m'a dit: «En fait, tu es juste dans un état de sursollicitation absolue de ton corps, tu dors pas assez, tu es trop stressé tout le temps et ton corps réagit de cette manière-là». Personne ne me l'a dit. Peut-être que si on me l'avait dit, je l'aurais pas pris en compte, mais bon, le fait est que j'ai pas eu cette information et en Mmh. tout cas, enfin, à 40 ans, c'est la première fois que j'ai vraiment pris conscience de ça et que je l'ai pris au sérieux. Ouais. Je faisais du sport, de manière exagérée aussi, je dormais très peu, 4-5 heures par nuit. Quand j'ai commencé à mesurer mon sommeil, c'est là où je me suis rendu compte effectivement, à quel point j'avais malmené mon corps et à quel point il avait fait du mieux possible pour, me permettre de gérer ce niveau d'intensité dans mon activité professionnelle. Mais que ça n'allait pas durer, éternellement. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, la longévité et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi de prendre en compte, cet aspect pour moi déjà, pour vivre longtemps en Ouais. bonne santé, et à quel point c'était aussi une excellente opportunité pour entreprendre et pour investir. Est-ce que c'est lié du coup à une vie plus, entrepreneuriale, est-ce que ça t'a usé, mentalement et au fur et à mesure de ta vie? Ou c'est aussi un côté héréditaire, de la part, Alors c'est intéressant, j'ai fait un séquençage génomique qui, je le dis en passant, est interdit en France. OK. C'est Hem quoi, génomique? La génomique, en fait, c'est on va décoder ton L'ADN? ton matériel, ouais, ton OK. matériel génétique et on va savoir les gènes que tu as, à la fois celles qui, te donnent une résistance au-dessus de la moyenne par Mmh. rapport à certaines maladies, par rapport à certains niveaux de stress, et à la fois ceux où tu es, plus fragile par OK. rapport à la moyenne et ce sur quoi, ça ne veut pas dire forcément que tu vas avoir ces maladies-là, mais ça veut dire que tu es plus fragile face à ces maladies-là et qu'il faut que tu fasses attention, D'accord. plus attention que les autres. Ouais. Et donc c'est là où je découvre que, j'ai un gène qui s'appelle ApoE, avec un génotype E3, E4, qui me prédispose aux maladies neurodégénératives. OK. Cette information-là, croisée avec, mon historique familial et avec certains biomarqueurs dans mon sang, ben, m'ont fait comprendre qu'il fallait que je fasse attention, et que j'aurais probablement, des maladies neurodégénératives en fin de vie. Du type Alzheimer, Du c'est ça? type Alzheimer, tout à OK, fait, ouais. démence Alzheimer. Je me suis rendu compte que j'avais un gène qui s'appelle MTHFR avec un génotype qui me prédisposait au diabète de type 2. Mmh. Ma mère a le diabète de type 2, malheureusement pour elle. Là aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention et que j'avais un facteur de risque là-dessus. Mmh. Et donc je me mets dans une situation où, je commence à prendre en compte, en fait, tous ces signaux faibles-là et je vais, au-devant des maladies,
pour mettre en place des stratégies de prévention proactive plutôt que de considérer par défaut que je suis en bonne santé jusqu'au moment où les problèmes apparaissent et me rendre compte que ça fait des années que la dégradation avait avancé et que là, Mmh. on en arrive à un point de non-retour. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces choses et que j'ai pu aussi mettre en place une vraie stratégie pour faire marche arrière. Donc de là, tu as commencé à, comment dire, à te reprendre, en main, on peut dire, Tout à fait, faire des études, à savoir comment mieux améliorer ton corps, ta santé, ta récupération. absolument. Je vois que tu as une Garmin, heu, J'ai une Garmin, ouais. est-ce que tu l'as depuis que tu as appris ça? Est-ce que Non, j'ai essayé différents dispositifs. yes. Tu as Euh, essayé quoi, par j'ai exemple? essayé une Fitbit, Ouais, c'est Google un qui fait ça, bracelet, non? je Ouais, crois, je oui, crois je pas. crois qu'ils se sont fait racheter à l'époque, je crois qu'ils étaient indépendants. Ah OK, ouais. Ouais, Tu as essayé j'ai pas plusieurs, été fan. En fait, moi, ce qui m'embêtait le plus, c'est l'autonomie. oui, Après, j'ai essayé une Oura Ring. ouais. Pareil, toutes les semaines, il fallait la recharger et pour une raison très particulière, voilà, qui m'est propre, j'ai des nodules dans les doigts. En fait, mes doigts, ils sont pas, ils s'adaptent pas, en fait, pour mettre des bagues OK. dessus et donc il fallait que je prenne une grande bague et si c'est une grande bague et les ballantes, c'était pas très agréable. Mmh. Donc, ça plus, l'autonomie qui était relativement faible fait que j'ai abandonné et finalement, ce qui m'a plu le plus, c'est la Garmin parce qu'elle a une autonomie, énorme, en fait, entre 30 et 45 jours. C'est moins fiable, je crois, que, voilà, peut-être donc les mesures qui sont prises par rapport à la qualité du sommeil, la qualité de la fréquence cardiaque, la précision de la fréquence cardiaque, de la variabilité cardiaque et Mmh. d'autres biomarqueurs qui m'intéressent, c'est peut-être un peu moins fiable. Les études, semblent, dire que c'est un peu moins fiable. Par contre, le meilleur dispositif, c'est celui que tu peux garder sur la durée. Le meilleur entraînement, c'est celui que tu peux tenir dans la durée. Ouais. Le meilleur régime, c'est celui que tu peux tenir dans la durée. Donc, quelque part, il y a un juste milieu à trouver entre, un dispositif qui est extrêmement fiable et précis, mais qui est pas pratique à Ouais, je utiliser. vois. Et Garmin m'a semblé, pour moi, hein, être, le meilleur compromis. Ouais, j'hésitais à en prendre une. J'hésitais entre une Garmin et du coup une Whoop, ce que je Ouais, porte actuellement. ouais, ouais. Mais ouais, peut-être à l'avenir, je prendrais peut-être une Garmin parce que c'est plus, comment dire? Pour certains sports, c'est peut-être plus, Oui, en plus, ça me permet poussé, hein. ça permet de mesurer les sports que je fais. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de choses orientées sur, cet aspect-là aussi de mesurer et traquer, Mmh. plein de choses, dont l'activité sportive aussi. Tu fais quoi comme, type de sport? Alors, c'est intéressant, je fais pas un sport en particulier, Mmh. mais je fais plein de sports, un petit peu de tout. OK. Vraiment intéressant, qui a été lancé par un médecin américain qui s'appelle Peter Attia, qui dit, bah, lui, il veut pas pratiquer un sport en particulier. Lui, il s'est inventé le concept de décathlon du centenaire. Donc il dit: «Mais moi, je veux pas être bon à 40 ou à 50 ans, moi, je veux être capable de faire un certain nombre de choses à 100 ans» et donc je définis ce que je veux être capable de faire à 100 ans et après je fais du rétro-planning pour me dire: «Voilà le niveau où je devrais être aujourd'hui», sachant que dans les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, mes Mmh. performances vont baisser, mais même si elles baissent, je veux quand même être au-dessus d'un certain seuil et donc ça peut être, ben, avoir une vie autonome à 100 ans et on sait que on a besoin d'un VO2 max, en fait, d'une capacité pulmonaire qui Mmh. est supérieure à 20, grosso modo. Ou alors ça peut être, Heu, voyager en avion et être capable de prendre mon sac et de le mettre, Ouais. au niveau des bagages et ça, ce mouvement, en fait, il est simple à faire quand tu as 20, 30, 40 ans, mais quand tu en as 80, c'est Ouais. beaucoup plus difficile. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais bon. Donc tu définis un peu ce que tu veux faire, Mmh. et après tu fais du rétro-planning et tu mets en place une stratégie d'entraînement, heu, pour correspondre aujourd'hui là où tu dois être en prenant en OK, compte, ouais. la baisse probable de tes Oui. performances sur les prochaines décennies. Et donc moi, j'utilise un peu cette méthode-là, OK. et ce paradigme en train de me dire: «Bah non, j'ai pas envie de faire un marathon en 3 heures ou que sais-je d'autres épreuves un peu Oui. traumatiques». Moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir un corps, qui a le plus équilibré possible, pour que toutes mes aptitudes physiques, elles évoluent, de manière équilibrée sur les prochaines dizaines d'années, les prochaines décennies. Et donc en fait, tu as 3 catégories d'activité physique. Une première catégorie qui, stimule le système cardiovasculaire. Mmh. Donc c'est du cardio quoi, de la course à pied, du vélo, du rameur, tout ce qui Natation, ouais, permet plein de vraiment choses. de faire monter un petit peu ta fréquence cardiaque et apprendre à tes muscles à utiliser le plus, d'oxygène possible en situation d'aérobie. Donc je fais ça
Ensuite, tout ce qui concerne le renforcement musculaire. Là, c'est soulever de la fonte, le HIIT qui est un petit peu un mélange entre l'aspect musculaire et l'aspect cardio. Le troisième, c'est tout ce qui concerne les muscles profonds, posturaux et la santé des articulations. Donc, je parle de yoga, de pilates, de stretching. Je sais que nous, les hommes, en général, on n'aime pas ça, mais vers 40-50 ans, on commence vraiment à le sentir. Et c'est un aspect ô combien important de notre santé globale générale. Pour moi, ce que je fais, c'est tous les matins, du lundi au vendredi, de 8 à 10, pour moi, c'est sacré, c'est l'activité physique, le sport. Et j'essaie d'alterner du mieux possible entre ces trois catégories de- Ouais. d'activités. Course à pied, rameur, vélo, euh, muscu, HIIT, yoga et pilates, et stretching. Ce qui fait qu'en fait, les entraîneurs avec lesquels je fais ça, ils me voient une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines et ils me disent: «Ah, tu pas régulier?» Je dis: «Bah, si, je suis régulier, mais pas dans ton entraînement à Ouais. toi, parce qu'entre-temps, j'ai fait plein d'autres choses». Il y a plein d'entraînements qui se séquencent, Un peu de tennis, un peu de paddle, enfin voilà, un le peu de plus tout. diversifié possible. Natation aussi. Mais aussi dans le bilan de santé, ça parle de vertèbres désalignées, que tu es allé voir un ostéo, un kiné à la suite de ça. Ouais, tout à fait. Donc comment j'ai découvert ça? Je voulais faire un DEXA scan. Un DEXA scan, c'est un dispositif qui te permet, donc qui scanne tout ton corps, qui ressemble à une radio, mais son objectif, ça va être de mesurer de manière très précise la masse musculaire versus la masse osseuse et la masse de graisse. Tu as des moyennes en fait optimales en fonction de ta tranche d'âge sur la masse musculaire et la masse de graisse. Et donc moi, ils m'ont dit, bon écoute, bonne nouvelle, tu es à 15% de masse de graisse, ce qui est pile poil vraiment entre 10 et 20 pour ta tranche d'âge, c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. Par contre, mauvaise nouvelle, je vois une vertèbre qui est déplacée. Alors c'est pas le bon dispositif pour voir ça, mais est-ce que tu veux qu'on fasse une radio pour voir effectivement, pour aller investiguer un peu plus dans le détail cet aspect? Je dis, bah ouais, ok, pourquoi pas. Et là, effectivement, je me rends compte que j'ai une vertèbre déplacée qui est complètement asymptomatique, donc pas de douleur, rien. Par contre, plus tu avances dans l'âge, plus la déformation s'amplifie. Et à un certain moment, ça vient compresser le nerf. Et là, ça commence à devenir très douloureux. Et il n'y a pas vraiment de solution à ça, quoi. Tu peux pas redéformer la colonne dans le bon sens. Une fois qu'elle est déformée, elle y reste. Ouais. Encore une fois, j'ai eu la chance de découvrir ça avant qu'il ne soit trop tard, avant d'avoir des douleurs et avant que la déformation ne dépasse un certain seuil. Et donc, je suis allé voir un kiné et je lui ai demandé quels exercices il fallait que je fasse. Donc, il y a des exercices très précis pour travailler exactement Mmh. sur le groupe musculaire qui est lié à cette vertèbre-là. Et je l'ai intégré maintenant dans ma routine, OK. effectivement. Donc là, voilà encore un exemple de comme quoi prévenir vaut mieux que guérir. Mmh. Là, j'ai aucun problème mais par contre, j'aurais pu les avoir et ça aurait été trop tard. Et donc du coup, à la suite de ça, que tu décides de créer iCare. Ouais, donc moi, en fait, comment ça s'est passé? Donc au début, j'étais tout seul avec une idée bizarre de longévité, de vivre son temps en bonne santé, enfin vraiment en décalage avec tout ce qui se discutait autour de moi, les sujets d'intérêt qui du général qu'il y avait entre les copains. Donc je savais pas quoi faire, par où commencer, quoi faire. Et donc je me dis, je me suis fait coacher pour ce changement de vie en fait après la vente de ma société. Et donc ma coach me dit, bah écoute, si tu sais pas quoi faire, crée-toi une newsletter. Et tu mets dedans les gens qui s'intéressent un petit peu au sujet, et puis tu verras, ils vont te dire des choses et tu vas construire, tu vas te nourrir de plein d'idées. Donc j'ai aussitôt dit, aussitôt fait. Et après quelques mois, euh, je me dis, j'ai envie de trouver un médecin qui est spécialisé en médecine préventive Mmh. et médecine de la longévité. Impossible de le trouver en France. J'ai fini par le trouver aux États-Unis. Cette dame, je me suis fait accompagner pendant 1 an à peu près. Et c'est la première fois que j'ai eu une relation aussi riche que ça avec un médecin. Le médecin, en général, tu le vois, ça dure 5 minutes, il a 1 heure de retard, tu attends dans la salle d'attente. Pendant que tu lui dis là où tu as mal, lui est déjà en train de t'écrire la prescription médicale. Ouais. C'est écrit en chinois, tu comprends rien. Tu le donnes au médecin, le médecin te donne des médicaments. En fait, voilà l'expérience de santé en France et dans les pays occidentaux en général. Et ben avec cette dame, j'avais 1 heure
1 heure de discussion, je pouvais poser toutes mes questions. Elle m'envoyait des études, elle me disait: «Voilà, c'est pas de la science exacte, voilà les risques, voilà les effets secondaires». C'était incroyable. J'en ai parlé à des copains qui m'ont dit: «Mais moi aussi, je veux la même chose, moi aussi, ça m'intéresse». Donc Aiker est venu de cette idée de partager avec des gens qui s'intéressaient au sujet et à leur santé, hem, tous ces apprentissages, tout ce réseau que j'avais créé, tout seul et qui m'avait demandé vraiment beaucoup de temps. Et donc j'ai été le premier patient, le patient zéro d'Aiker, ça a été moi. Rapidement, il y a d'autres, entrepreneurs qui avaient vendu des boîtes, d'autres non, des hauts cadres et cetera qui, avaient cette conscience qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que plus tard, ce sera trop tard. Et donc c'est comme ça qu'on a, au début, eu les premiers clients, les premiers patients ou clients, bref. Donc l'idée, c'était de créer un parcours, de soins en médecine de la longévité et en médecine préventive, avec un médecin qui s'occupe de la partie médicale et avec un coach de santé qui a la responsabilité d'aider le patient à implémenter les Ouais. recommandations du médecin dans la vie de tous les jours. En fait, la médecine préventive, c'est très large. C'est pas juste des médicaments qu'on va te donner, c'est des changements de style de vie, c'est dormir, plus ou mieux, c'est manger différemment, c'est faire du sport d'une certaine manière, c'est être moins stressé. Donc, du coup, c'est multidimensionnel et c'est pas que médical. Et donc, du coup, un coach de santé est vraiment important pour, t'aider à prendre conscience, en fait, de qu'est-ce qui est vraiment impactant pour toi versus, les choses, Bullshit. qui sont le bullshit et aussi les choses qui ont moins d'impact, Ouais. heu et t'aider à transformer tout ça en habitude. Est-ce que tu es passé aussi par d'autres types de médecine classique en dehors, de tout ça, type, sophrologie, méditation, des bains Mmh. nordiques, peu importe, mais tout Mmh. autre type de médecine, La réponse est oui. Je vais en parler un petit peu, mais avant, je fais une mise en garde qui est que ça ne concerne que moi, que ça marche pour moi et c'est peut-être des bonnes idées à tester pour d'autres, mais ça va pas forcément marcher. Ce qui marche pour moi et c'est ça qui est intéressant dans la médecine personnalisée, c'est, oui, lorsque on a un accident de vie majeur, la médecine occidentale va savoir traiter ça et c'est à peu près pour tout le monde la même chose. Pour ce qui est, de la médecine préventive, on est vraiment dans des changements de vie et des mesures très fines et du coup, il y a une diversité extrême, des pratiques que certains doivent, appliquer versus d'autres. Donc encore une fois, je vais ouvertement, voilà, te dire ce qui marche pour moi, mais ça ne veut en rien oui. dire que c'est applicable à tout le monde. Après toutes ces analyses, j'avais, plusieurs sujets. Le premier, c'était la prédisposition aux maladies, neurodégénératives. La deuxième, c'était le prédiabète. Hem, Par rapport au risque de cancer, mmh, assez robuste, donc c'est pas un facteur de risque pour moi. En tout cas, c'est pas le plus grand facteur de risque. Et par rapport à ma santé cardiovasculaire, très bonne, santé cardiovasculaire, donc mes 2 facteurs limitants, c'est le, les maladies neurodégénératives et Diabète. le diabète. C'est ça. Hem Et j'ai découvert qu'en fait, j'avais un style de vie, un mode d'existence qui était tout le temps en hypervigilance, en surconcentration, aller vite, faire plusieurs choses à la fois et une partie de moi était nourrie par cette espèce de frénésie, de fuite en avant, Mmh. mais je me rendais pas compte que j'utilisais des ressources que je n'aurais plus dans l'avenir et que mon corps a des limites. Donc cette prise de conscience, elle m'a poussé vers, justement, le fait de me dire: «Mais comment est-ce que je peux mieux gérer mon stress? Comment est-ce que je peux être, plus cool, plus relax et quelque part, adapter le niveau de charge mentale et physique que je m'impose à, ma capacité à gérer sans pour autant, me surcharger?» Ouais. Et pour toutes sortes de raisons, cette histoire du stress était un vrai sujet de travail pour moi et la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est déjà un accompagnement en coaching pour, trouver une manière de travailler, de déléguer et de mener ma vie et d'organiser mon emploi du temps pour me laisser des espaces, pour en faire moins, peut-être moins et mieux, moins et plus impactant, les choses qui accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas faites, être moins en prise en permanence, mieux me détendre et profiter de l'instant présent.
Et après tout ça, ça va venir toucher aussi des aspects un peu plus, de philosophie de vie. Mmh. Moi, j'ai découvert, le tantra, qui est une pratique d'inspiration orientale, qui a 3 composantes. D'un côté la méditation, de l'autre, le massage et de l'autre côté la danse. Donc c'est un mélange de ces 3 composantes-là qui, en tout cas pour moi, m'a permis de me remettre dans mon corps, de me remettre dans l'instant présent, de déconnecter mon cerveau et d'être plus en rapport avec, mes ressentis, mes émotions et mes sensations, et de diminuer de manière, substantielle, le niveau de stress chronique. Donc le stress, en fait, il est sain à partir du moment où il est, ponctuel. Mais si, il devient chronique, alors là, c'est un assassin. C'est complètement délétère et on ne le sent pas jusqu'au moment où c'est trop tard. Heureusement, pour moi, j'ai, mis en place les mesures nécessaires Ouais. pour, ne pas en arriver à des zones de non-retour. En tout cas, je l'espère. Et pour le coup, le stress, c'est un des gros facteurs, qui amène à beaucoup de types de maladies ou Oui, de alors c'est un médecin qui m'a expliqué ça et c'est vrai qu'on le comprend pas, en fait. En quoi est-ce que quel rapport? Bah oui, j'étais stressé, oui, j'ai dormi un peu moins et puis après je dors un peu plus ouais. et c'est donc moi j'ai mis longtemps à comprendre concrètement le rapport entre le stress et la santé et un médecin me l'a expliqué il y a pas longtemps, avec des mots très simples et je vais l'expliquer aussi, je vais le répéter. Il dit en fait, voilà, le stress, c'est quoi? C'est, une réaction de ton corps, face à une situation où il doit recanaliser, rediriger toute l'énergie dont il dispose vers, certaines zones du corps, certains organes, Mmh. pour permettre de, gérer une situation d'urgence. Par exemple, bah, quand tu as un mammouth qui te court après, bah, en fait, tu veux avoir toute l'énergie dans les muscles. Le foie va dégager, va libérer, des glucides Mmh. qui vont être, envoyés dans le sang, dans le système sanguin, qui vont être accessibles aux muscles pour pouvoir, bah, courir un petit peu plus vite, quoi, 1 ou 2 plus vite pour arriver à la grotte avant que le mammouth Ouais. te marche dessus. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Ou alors quand tu as bah, du coup, oui, il faut que tu regardes précisément, il faut que tu réagisses très vite, il faut que ton cerveau, il va pas réfléchir à des questions philosophiques, quoi. Ce qui t'intéresse, toi, c'est vraiment de te sauver sur les 10 prochaines minutes. Donc en fait, au fil de l'évolution, nos corps ont développé justement des systèmes pour, concentrer, canaliser l'énergie dans les muscles principalement et dans les quelques organes qui sont importants dans ce genre de situation, de crise. Le corollaire de ça, c'est que l'énergie n'est plus canalisée vers les processus de maintenance, de réparation, et donc, tout simplement, un stress chronique, c'est que tout ce qui répare, tout ce qui améliore, tout ce qui permet de gérer sur le long terme ton corps, justement, il n'y a plus d'énergie pour ça. Et tout est canalisé vers l'hypervigilance et vers les quelques organes qui sont importants. C'est normal qu'à partir du moment où tu fais plus de maintenance sur une voiture, sur ton corps, sur quoi, effectivement, il se dégrade plus vite et sur le court terme, tu ne le vois pas. Mais sur le long terme, ben, c'est tout ce qui fait la différence Ouais. entre une voiture où tu fais les opérations de maintenance tous les ans et une voiture où tu as rien fait. Au bout de 5 ans, bah, tu as des choses qui se sont cassées, qui auraient pas dû se casser, mais elles se sont cassées parce que tu as pas fait la maintenance. Et donc, c'est là où tu vieillis plus vite aussi, parce que toute la maintenance n'est plus Mmh. assurée. Donc, le stress chronique, c'est tout simplement ça. Moi, en tant qu'entrepreneur, je tire une sonnette d'alarme à mes autres copains entrepreneurs qui, voilà, sont toujours un peu au four et au moulin pour leur dire que souvent, notre société, elle va glorifier, valoriser les entrepreneurs qui réussissent, qui do the extra mile, disent les Américains, voilà, et qui font les choses jusqu'au bout et ils n'ont pas dormi pendant des années, ils n'ont pas pris de vacances et tout. Et je suis d'accord qu'à un certain moment, il faut accepter certains compromis. Mmh. Mais en fait, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une situation qui a vocation à évoluer comme ça et que ça nous mène sur le long terme droit dans le mur. Mmh, c'est pas vivable. Et on voit souvent des gens qui réussissent et qui dorment, qui ont travaillé tout le week-end, et cetera, et donc c'est très valorisé. Mais on voit pas ces gens-là, on les voit pas dans 10, 15, 20 ans. Ils ont un AVC, ils ont du diabète, heu ils ont 20 kilos de plus, ils sont complètement, Ouais, plein de terrassés. problèmes, Les médias, vont rapidement orienter le projecteur vers, le prochain entrepreneur, le nouveau qui a 20 ans, qui a 18 ans, qui a 16 ans. ouais. Oui, mais on ne sait pas comment il finit. Et moi, je vois aussi, donc la réalité, elle est déformée. C'est pas que c'est pas vrai. Il y a des gens qui réussissent. Oui, il y a Bill Gates qui a 65 ou 70 ans, qui est apparemment en bonne santé, tout ça. OK, je sais, mais c'est des exceptions. En fait, si on prend en compte la réalité telle qu'elle est, heu,
avec les différentes situations et voir si c'est statistiquement représentatif ou pas, ben, on a plein qui ont une santé absolument catastrophique et qui ont laissé leur santé, leur jeunesse et leur bonheur dans les expériences entrepreneuriales passées. Donc sur le court terme, 10 ans, je sais pas, je trouve que c'est un passage obligatoire. On ne Ouais. peut pas à chaque fois faire tout parfaitement à chaque instant. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation de déséquilibre et ensuite il faut rééquilibrer. Bah, du coup, ça touche à la santé mentale, tout ce qui est stress, angoisse, anxiété. Tout à fait. Ouais, l'afflux, pour le côté physique, corps, et donc de mauvaises performances, de Ouais, mauvaises, ouais, ouais. Tu as 7 composantes dans la médecine heu, préventive, la longévité aujourd'hui. Donc on parle d'un côté, on parle de recherche, de biotechnologie, ça je vais laisser un peu de côté pour plus tard éventuellement. Mmh. Mais ce qui est de très concret de qu'est-ce qu'on peut faire toi et moi et n'importe qui aujourd'hui, dans l'état des connaissances d'aujourd'hui, pour vivre plus longtemps en bonne santé, en fait, il y a 7 composantes. La première, c'est, les diagnostics. Donc on peut aujourd'hui faire des analyses de plus en plus précises et de moins en moins chères sur ton génome, savoir quel est ton génome, quels sont tes gènes, sur, savoir, quels sont tes biomarqueurs dans le sang, savoir quelle est ta masse de graisse. En fait, il y a plein, plein de choses et vraiment le coût diminue de manière exponentielle, la fiabilité augmente de manière exponentielle. Donc il faut vraiment en profiter. Donc tu as les diagnostics. Deuxièmement, tu as l'activité physique. Mmh. Super important, super important. Alors bien sûr, selon les besoins de chacun, l'activité physique optimale, ça peut être augmenter la masse musculaire, donc ça veut dire plus de muscu. Ou alors ça peut être de diminuer la masse de graisse, donc ça veut dire un autre type d'effort physique. Ouais. Ou d'améliorer la santé de tes articulations, donc c'est plus du yoga. Donc en même temps, bien bouger, on sait que c'est bien, mais en fait ça veut rien dire tant qu'on n'a pas une vue assez précise de De son son corps, génome, de soi-même. son corps, voilà, de ses particularités. Bref. Mais en général, l'activité physique, très importante et Ouais. très impactante, beaucoup plus importante que des médicaments. Ensuite, tu as le régime alimentaire, très important aussi. En quatrième, tu as le sommeil. En cinquième, tu as la santé mentale. Donc là, je te rejoins sur ce que tu disais, très important. Ton niveau de stress, ton ressenti d'épanouissement dans ta vie, le sens d'avoir avoir un sens dans ta vie, l'épanouissement dans les relations sociales. Donc, c'est vraiment des. Et en fait, ça s'explique aussi tout simplement par le cocktail d'hormones dans lequel baigne ton cerveau. Est-ce Mmh. que tu es tout le temps stressé, anxieux, que tu n'arrives pas à bien dormir, tu es toujours en hypervigilance, ou est-ce que la vie est bien, tu adores ce que tu fais, tu t'épanouis? C'est un peu normal que les gens qui sont heureux dans leur vie vivent plus longtemps. Sixième, tu as, et c'est que en sixième, je les ai Ouais. énumérés par ordre d'importance décroissante, donc qu'en sixième, les médicaments et les compléments alimentaires. Je sais que ce sont ceux qui font le plus de chiffres aussi. Et donc souvent, on va les mettre en premier, mais si on regarde par niveau d'impact, en fait, c'est presque en dernier qu'il faut les mettre. Et souvent, l'activité physique et un bon régime alimentaire va donner bien meilleurs résultats que tel ou tel médicament, et compléments alimentaires Ouais. aussi. Et en dernier lieu, en septième lieu, tu as certaines interventions qui sont très récentes, un peu sophistiquées, mais dont la science a prouvé récemment qu'elles avaient un effet positif sur la longévité. Je vais te parler de deux, même s'il y en a beaucoup plus. La première, c'est la thérapie par lumière rouge. Mmh. Donc, on peut acheter aujourd'hui des dispositifs qui émettent de la lumière rouge dans une certaine gamme de fréquences très spécifique, très précise, et qui redynamisent les mitochondries étant les usines à énergie de tes cellules. Donc, elles peuvent produire plus d'énergie et donc consommer plus d'énergie sur les processus de réparation aussi. Question hyperbare, en fait, c'est une espèce de capsule qui ressemble à celle qu'on peut avoir dans le cosmos, Ouais. dans l'espace, où tu rentres dedans et donc le système va faire varier la pression atmosphérique et également la concentration d'oxygène. Alors toi, tu es en hypoxie, toi ça, tu es en hyperoxie, c'est-à-dire que tu as plus d'oxygène ou moins d'oxygène. OK. Et donc le fait de faire varier ces indicateurs-là, pareil, permet de redynamiser les mitochondries et également de stimuler l'angiogenèse, c'est-à-dire le processus de création de vaisseaux sanguins dans les tissus terminaux. Donc, avoir une meilleure Ouais. vascularisation. Donc voilà un petit peu, c'est Ouais. ça la médecine préventive aujourd'hui. Donc c'est très concret, c'est très maîtrisé non, mais ça c'est quand même pas mal maîtrisé, donc C'est en c'est pas du train, pipeau. Et tu peux mesurer sur chaque niveau, tu peux mesurer plein de choses et voir effectivement l'évolution en bien ou en mal ouais. de ton état de santé général. Tout à l'heure, tu parlais de biologie. Tu entendais quoi par là? Dans la longévité, tu as 2 univers qui se côtoient sans jamais vraiment s'intersecter Mmh. ou se superposer.
D'un côté, tu as toute une partie de la communauté qui dit ouais, en fait, il y a plein de choses à faire dans l'état des connaissances d'aujourd'hui. Et bon, les recherches, on verra bien ce que ça va donner. J'y crois pas trop, ça va prendre longtemps, etc. Mais voyons qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vivre mieux en bonne santé avec la médecine qu'on a aujourd'hui. Comme par exemple, faire des analyses régulièrement et voir les biomarqueurs qui sont en dehors des plages normales Ouais. et mettre en place des stratégies pour les ramener dans les valeurs normales. C'est manger moins de sucre. C'est faire de l'activité physique tous les jours, c'est marcher 10 000, faire 10 000 pas par jour. Tu vois, c'est des choses très concrètes, avec des résultats court terme très concrets aussi. Avec ça, tu peux aujourd'hui te fixer comme objectif ambitieux mais réaliste, réalisable, de vivre son temps en bonne santé. Ça nécessite de la discipline, de la persévérance, tout ça, mais c'est faisable, quoi. Ouais. Et c'est un bel objectif, son temps en bonne santé. Si jamais tu veux pousser le bouchon plus loin, c'est pas en mangeant des bananes et en pédalant le matin que tu vas réussir. Donc là, tu as la deuxième partie de la communauté qui dit ouais, mais moi, je veux pas vivre 100 ans, et puis en plus, je vais avoir une vie toute pourrie, je vais pas pouvoir boire de l'alcool, je me couche à une telle heure, me réveille à une telle heure. La vie devient fade Ouais. si on pousse le bouchon trop loin dans cette autodiscipline-là. Et moi, ce que je veux, c'est comprendre les traitements que je vais mettre en place pour mener ma vie comme je veux, mais c'est juste biologiquement qu'on vit Mmh. plus longtemps, c'est pas parce qu'on fait plus attention à notre corps. Et il y a aujourd'hui, par exemple, des requins qui vivent 500 ans, les requins du Groenland. Comment ils appellent ça? Des animaux en anglais, c'est naked rat mole. C'est Ça vit où? sous la terre, justement. Des espèces de marmottes, si tu Des veux. tops? Oui, des taupes. Des Plus ou moins, tops? c'est une typologie, une espèce précise de taupe. On s'est rendu compte que quand elle avance dans l'âge, la probabilité de mort n'augmente pas. Nous, au début, on a peu de probabilité de mourir, et plus on avance dans l'âge, plus la probabilité de mourir augmente. C'est normal. À 90 ans, tous les ans, tu as peut-être 10% de chances de mourir Mmh. cette année, sinon c'est l'année prochaine et tout. Ouais. Quand tu as 20 ans, tu as 0,0001% de chances de mourir à 20 ans, à 21 ans. Tu vois. Donc ça augmente, justement à cause de la dégradation de l'état de santé. Mmh. Et les taupes, ces taupes-là, la probabilité de décès n'augmente pas avec l'âge. Donc en fait, elles ne vieillissent pas. Elles OK. finissent quand même par Ouais. mourir parce qu'elles se font attaquer, mais ce n'est pas à cause de l'âge et de la dégradation de leur état de santé. Donc il y a comme ça des anomalies dans la nature. C'est pas des anomalies, c'est des organismes qui donnent beaucoup d'espoir de se dire, mais en fait, il faut qu'on comprenne comment ces animaux-là font pour avoir des particularités aussi exceptionnelles Mmh. et nous inspirer de ce qu'ils font pour le déployer chez les humains. Et donc ça fait l'objet de recherches absolument incroyables, Ouais. de rajeunissement. On arrive à rajeunir les souris. C'est un chercheur qui s'appelle David Sinclair qui est un peu le pionnier de ce type de recherche-là. Comme je disais en début d'interview, on arrive à guérir l'arthrose. Alors, c'est de la recherche. Quand je dis on arrive à guérir, il y a plein de médecins qui vont dire non, non, c'est pas vrai. C'est de la recherche, c'est en laboratoire, c'est dans des humains, mais dans des essais cliniques. Mmh. C'est pas quelque chose qui est unanimement accepté, unanimement prouvé et unanimement et universellement Ouais. disponible dans le monde, hein. Donc, c'est encore de la recherche. Mais nous, on va investir dans une société comme ça. Donc, on voit les résultats, on voit les, 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 euh, échantillons statistiquement représentatifs de population. C'est assez incroyable. Donc, ça, c'est la biologie. On arrive à changer le matériel génétique, en fait, ponctuellement, pour produire, par exemple, plus de follistatine. La follistatine est une molécule qui stimule la croissance musculaire. Donc, c'est là où tu te retrouves à avoir des muscles alors surdimensionnés si tu pousses le bouchon, mais juste une vraie masse musculaire alors que tu avances dans l'âge, une meilleure résistance à l'insuline. Enfin, vraiment, il y a, on investit dans une société qui va très très bien, qui rajeunit le système cardiovasculaire. C'est-à-dire, plus tu avances dans l'âge, plus la plaque de calcium s'accumule sur tes artères jusqu'à un point où elle finit par obturer presque complètement toute l'artère, et donc c'est là où tu as de la pression artérielle. Et le risque, c'est qu'une petite partie de cette plaque de calcium se décolle et l'aille boucher des vaisseaux à l'intérieur du cerveau. Et donc c'est ce qui fait des AVC, accidents vasculaires cérébraux. Et donc ce mécanisme-là est un mécanisme qui passait pour irréversible, qui est inhérent à la manière dont notre corps fonctionne. Après, chez certains, c'est plus accentué que chez d'autres, mais en fait, c'est juste comme ça que c'est une accumulation. Et ben, ces gens, ils réussissent à prévenir l'apparition de la plaque de calcium, voire même inverser le processus. Et donc, de facto, rajeunir le système cardiovasculaire. Ouais. Ça, c'est de la biologie et de la biotechnologie, pour être encore plus précis, où on arrive vraiment avec des molécules à
inverser les processus de vieillissement. Et d'ici, quelques années, ce serait possible? Bah, en fait, moi, toute ma thèse, et ma conviction forte, c'est que dans les prochaines années, il y aura un moment ChatGPT de la longévité, c'est-à-dire un moment où, un traitement, une molécule, un médicament va, prouver la capacité de rajeunir ou de rallonger la durée de vie et qu'à partir de là, de la même manière que ChatGPT est venu, permettre une prise de conscience majeure au niveau de l'humanité, au niveau des investisseurs, Mmh. qu'on peut créer de l'intelligence vraiment artificielle. Mais là, en fait, il y aura une prise de conscience au niveau du monde entier qu'on peut rajeunir, on peut rallonger la durée de Ouais. vie juste en prenant, une pilule, en allant dans un dispositif, qui peut être un caisson hyperbare Ouais, ou que sais-je, des systèmes un petit peu similaires. Ou en faisant une thérapie génique, une ouais. injection et pouf, ton code génétique change et tu surexprimes je ne sais quelle molécule qui te permettent d'avoir une meilleure santé. Pour rajeunir le système immunitaire, Mmh. par exemple, si tu as un problème d'inflammation du corps ou d'efficacité du système immunitaire. Et donc ces 2 groupes, j'ai envie de dire groupuscules dans la communauté de la longévité, bah, ils s'entendent pas bien parce qu'il y en a certains qui sont très focus sur l'aspect pratico-pratique et il y en a d'autres qui prennent plus de risques pour, développer des traitements absolument révolutionnaires qui pourraient changer la nature humaine telle qu'on la connaît à partir du moment où ils vont réussir. Je t'en ai pas parlé, mais, comme je fais de l'investissement maintenant dans le domaine de la longévité, Mmh. et ben, je vois, de manière très concrète certains projets de recherche qui sont très loin dans les phases en fait de validation, dans des essais cliniques, chez des humains et probablement que dans les prochaines années, on va avoir un premier médicament qui va rallonger de 2, 3, 4, 5 ans, la vie des individus humains. Ouais. Notamment celui qui rajeunit le système cardiovasculaire. Ah, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est déjà testé dans des dizaines de patients, en Australie. OK. Et encore une fois, j'ai vu les résultats, c'est absolument bluffant. Donc, de la même manière que ce médicament, tu peux l'avoir sur ordonnance, et c'est un médecin qui te le prescrit, et en même temps, tu peux aussi te le procurer en fonction des législations de divers pays, un petit peu comme ça, mais en payant le prix Ouais. intégral. Ben, j'imagine que ce médicament dont je te parle, pour prévenir l'accumulation de plaques de calcium, alors ce qui est intéressant, c'est que plus tu le prends tôt, plus les effets sont positifs. C'est-à-dire que là, on va vraiment le prendre en mode préventif. De la même manière que tu te fais une cure de vitamine C ou de magnésium, tu vois, au printemps, bah, tu prendras ce médicament qui va, enlever le peu de plaques de calcium que tu as avant que ça ne soit trop tard, quoi, avant que ça se OK. dégrade. Et j'ai eu aussi, l'exemple de Brian Johnson, le milliardaire, Oui, oui, je connais bien, oui. milliardaire qui cherche, du coup à être, éternel, on va dire. Ouais. Mais, il vient d'être diagnostiqué d'une certaine maladie, je sais plus laquelle exactement, mais, Ouais, une maladie auto-immune. Je sais pas, je je sais connais plus. pas son historique médical. Mais, ouais, ouais, j'ai vu ça, donc, c'est vrai qu'il cherchait depuis tant d'années à enfin, je sais qu'il s'est injecté le sang de son fils, qui Oui, suivait un programme très ouais, strict, la qui couchait, parabiose, ça 2 s'appelle. heures. Qu'est-ce que tu en penses, de tous ces efforts pour au final, avoir une maladie auto-immune, même si c'est, en soi, c'est peut-être pas Alors par moi, ce que rapport je au pense, ouais, ouais, bah, souvent les médias vont déformer la réalité sans mentir. Elles vont le déformer, donc tu as des impressions qui sont un petit peu différentes. Moi, la manière dont je le vois, et je pense être assez bien placé pour connaître, je le connais pas personnellement, mais je connais des gens qui le connaissent. Son ancien médecin Oliver Zollman va venir, pour le forum que j'organise avec son Provence. Et du coup, la réalité, c'est que, alors premièrement, il fait un excellent travail marketing. Tout le monde a entendu parler de Brian Johnson Mmh. et donc tout le monde a entendu parler de la longévité. Tout le monde sait qu'il se trame des choses intéressantes dedans, que c'est en train de il y a une révolution en cours. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il a fait un excellent travail Mmh. et que si avant, c'était un sujet, vraiment confidentiel, d'illuminer, maintenant ça devient un sujet vraiment de société où, on voudrait, tout un Ouais. chacun voudrait, profiter aussi et prendre un petit peu son petit bout d'immortalité, tu vois? D'éternité et je trouve que de ce point de vue-là, il a fait un excellent travail. Deuxième chose concernant ses propres traitements à lui. Il y a souvent cette critique, que la longévité, c'est l'apanage de milliardaires qui, vont pouvoir allonger leur durée de vie et nous, les autres pauvres mortels, on va devoir rester, suspendus à notre condition, misérable. La réalité, c'est que pour valider un traitement, il faut des échantillons statistiquement représentatifs. Mmh. Il faut des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui vont prendre le même médicament, qui vont prendre le même traitement, et on va mesurer de manière précise où est-ce qu'ils en sont, quels sont les effets secondaires, quelle est la posologie aussi, quelle est la fréquence du médicament en question, comment il faut le prendre. Et donc, tant que tu n'as pas ces échantillons représentatifs, bah, c'est une personne qui a essayé un truc qui a marché pour elle, point final.
Donc par rapport à Brian Johnson, le fait qu'il teste des choses tout seul, eh ben, je heureusement que ça marche pour lui, j'espère que ça marche dans une certaine mesure. Difficile de savoir si c'est tel ou il fait tellement de choses, difficile de savoir si c'est telle ou telle chose qui marche et dans quelle proportion. Il faudrait qu'il essaye une seule chose et que tous les autres paramètres Ouais, soient à l'identique pour savoir quel est l'effet. Donc il fait plein de choses, c'est pas c'est de un la peu ouais, science. C'est pas de la science, c'est du marketing. OK. Et tant mieux, encore une fois. Mais en même temps, c'est pas ça qui va faire avancer la science. Ça fait avancer peut-être la prise de conscience des gens et Mmh. puis peut-être l'attention des investisseurs qui vont mettre plus d'argent dedans et qui vont financer de la vraie recherche. Donc l'idée que les milliardaires vont profiter de ces choses-là et nous, non, c'est pas vrai. Et il s'est Mmh. passé la même chose avec l'intelligence artificielle. On a besoin de data et donc c'est pour ça qu'on peut avoir ChatGPT gratuitement ou qu'on paye 20 balles. C'est parce que on alimente nous-mêmes Oui. la machine et donc, pour la longévité, les traitements pour la longévité, ça va être exactement pareil. Donc, c'est peut-être pour les mauvaises raisons, heu parce que c'est pas par effet de bonté des milliardaires, mais Oui. tout simplement, il y a pas d'autre solution que de tester ces produits-là, En soi, c'est le cobaye. d'être tous des cobayes, en Ouais, fait. ouais. D'abord ceux qui ont des maladies, qui sont graves et donc ça la prise de risque se justifie et puis petit à petit vers des groupes de personnes qui ont de moins en moins de risques et à un moment, ça va être juste dans un but d'amélioration, Ouais. pur et dur et ça fait un siècle que toute l'industrie pharmaceutique fonctionne selon ce protocole-là et donc voilà, tout le monde va en profiter, parce que c'est que comme ça que la science peut évoluer et donc pour Brian Johnson revenir, bah oui, il fait partie de ces, centimillionnaires ou milliardaires qui testent des choses sur lui qui, espérons-le, fonctionne. Mmh. Après, on ne sait pas trop ce qui est du marketing et ce qui est vraiment de Oui. la réalité. Maintenant, c'est un personnage, il a une histoire à raconter. Tout est sujet à polémique quelque part et toutes les raisons, toutes les manières sont bonnes pour augmenter son audience et encore une fois, je ne le dis pas de manière, péjorative. Je dis que c'est un business, il raconte une histoire, il la raconte très bien et tant mieux qu'il le fasse. Et donc, ce concernant sa maladie auto-immune, et ben, c'est un peu amplifié, quoi. Les médias ont amplifié la gravité de cette maladie-là. On a tous, un petit truc qui fonctionne pas. Moi, j'ai été prédiabétique, je sais que j'ai une prédisposition là-dessus. Toi, tu as peut-être autre chose. On a un bobo, on a un gène qui, tu vois? Donc du coup, Donc chacun est heu, différent et voilà et du coup prendre, la chose qui va moins bien chez soi et en faire toute une histoire, et ben, oui, mais c'est une histoire en fait, c'est pas la mmh, réalité, mais sans pour autant que ça soit faux. Donc oui, il a peut-être une maladie auto-immune, comme moi je suis prédiabétique et ça m'empêche pas c'est propre à de chacun, en vivre. fait, ouais. Ça peut être traité, ça peut être, compensé, tu peux faire attention à ça et donc du coup, c'est pas un drame, Mmh. extraordinaire non plus. C'est pas anodin, mais c'est pas non plus le genre de maladie qui va le tuer, demain. Donc voilà, c'est important de Ouais. replacer les choses un petit peu dans leur contexte parce qu'un ami me disait, c'est vraiment resté gravé, dans ma mémoire, c'est, l'intelligence est dans la nuance et faut vraiment mettre les choses à leur place et Mmh. leur donner la bonne nuance. Tu as créé une, fondation qui s'appelle 2060. C'est un objectif que tu t'es mis, 40 ans, parce que tu vas atteindre les 80 ans en bonne santé. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors très précisément, pourquoi 2060? Parce qu'en 2060, je vais avoir 80 ans. Le but pour moi, en fait, de manière symbolique, pour moi, c'est vu que l'espérance de vie en moyenne est de 80 ans, pour moi, c'est une manière de me rappeler qu'à 80 ans, je vais avoir une espèce de rencontre avec la mort. Et Mmh. l'histoire, c'est de voir si j'arrive à gagner contre la mort et à une espèce de se retrouver face à face avec sa mort et de voir si on peut le gagner. Et donc, concrètement, gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider l'humanité à atteindre ce qu'on appelle il y a un concept en anglais qui s'appelle longevity escape velocity. On arrive à comprendre les mécanismes du vieillissement et tous les ans, on fait suffisamment de progrès pour rallonger la durée moyenne de vie de 1 an. Si l'espérance de vie est de 80 ans, mais que dans un an, l'espérance de vie est de 81 ans, bah, tu auras 81 ans. Et puis après, c'est 82 et ainsi de suite. Mmh. Et en fait, plus tu découvres des nouveaux traitements, plus tu peux te les appliquer, ça te donne des points de vie en plus. Tu vois, c'est souvent dans Ouais, les jeux vidéo, c'est OK, comme ça. Il ouais. faut que tu arrives à un certain Oui, objectif et là, tu as une vie en plus et tu vas faire quelque chose de plus dur, mais il y a plein de tu as jeux comme suffisamment ça. de ressources et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, tu as un petit peu le couteau à la gorge de se dire, faut que j'arrive au prochain objectif. Et donc, c'est tout simplement la transposition de cette idée-là dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie, quoi. Donc, aujourd'hui, on découvre pas mal de choses. Faut se maintenir en vie et en bonne santé pour que ces traitements-là, quand ils seront disponibles dans 10-15 ans, on puisse les appliquer, ce qui nous donnera encore plus d'espérance de vie et ainsi de suite. Et on peut arriver à une situation où plus on vit longtemps, plus on a accès à des traitements qui nous permettent de vivre encore plus longtemps et donc du coup,
on n'est pas forcé de découvrir vraiment le remède miracle contre le vieillissement, mais juste des petites améliorations incrémentales nous permettraient déjà de Ouais, vivre peut-être 100, 150 ans. J'ai envie de voir mes ouais, arrière-petits-enfants, j'ai envie de voir ce que le monde va devenir dans 150 ans ou 200 ans. Et cette fondation, le but, c'est ça, c'est de se donner 40 ans. À l'époque, quand je l'ai créé, il y avait 40 ans, maintenant il y en a un petit peu moins. mmh, 34 pour oui, être précis. Mais se dire, voilà, on se donne 34 ans pour financer la recherche et pour pousser le plus possible cette prise de conscience au niveau de l'humanité tout entière, on est à l'aune, on est très près de la compréhension des mécanismes du vieillissement et de la manière de les ralentir, les arrêter, voire même les inverser. Et donc, concrètement, cette fondation, ce qu'elle fait, c'est elle développe un certain nombre de projets autour de la longévité. Elle développe tout un écosystème autour de la longévité avec iCare qui répond à la question: «Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour moi dans l'état de la science et de la médecine aujourd'hui?» Donc c'est iCare. Il y a un fonds d'investissement, il y a 2, il y a une communauté d'investisseurs qui s'appelle le Club, 2060 et un fonds d'investissement qui s'appelle, le Fonds 3060 pour, investir aujourd'hui dans les biotechnologies de demain dans un but de faire des retours sur investissement absolument stratosphériques. Imagine ce qu'un milliardaire pourrait payer. Il a 80 ou 90 ans, il a un cancer en phase terminale. Qu'est-ce qu'il serait capable de payer pour être guéri de ce cancer-là et pour gagner oui. une année de vie en bonne santé en plus, quoi. Donc clairement, ça va être le marché le plus faramineux, le plus énorme dans l'histoire de l'investissement. Et donc, on peut en profiter, quoi. L'idée, c'est d'en profiter. Mais aussi pour profiter, bah, doublement profiter en tant que retour sur investissement et également s'appliquer en fait les traitements qu'on a financés à soi-même quand on en aura besoin, nous ou nos proches. Donc il y a ce côté, ce volet investissement, et puis il y a aussi l'idée de fédérer la communauté et d'augmenter la visibilité de la longévité dans le monde auprès d'investisseurs, auprès de médecins, auprès de leaders politiques aussi, pour faire en sorte que on puisse avoir plus de ressources qui sont investies dans la recherche. Et aussi dans les stratégies des politiques de santé publique, parce qu'il y a déjà énormément de choses qu'on pourrait faire dès aujourd'hui, mais qu'on ne fait pas parce qu'on attend d'être malade pour aller voir le médecin. Ouais, ça manque de comment dire? D'informations. Ça manque d'informations, c'est très court-termiste et c'est tout simplement le fruit d'un état de la médecine qui ne savait pas traiter le processus du vieillissement. Alors c'est très intéressant. En Occident, on est devenu. Alors, il y a 2 types de morts, la mort lente et la mort rapide. La mort rapide, c'est tu te fais renverser par une voiture dans la rue, ou alors tu as une attaque cardiaque, ou alors tu as un AVC, ou Mmh. alors tu as plein de choses qui t'arrivent brusquement et qui vont te tuer sur le champ. Vu que le dégât est énorme, vraiment localisé aussi, ben, la médecine occidentale va savoir isoler l'organe en question et le traiter. Donc on est devenu très fort là-dedans. Par contre, ce paradigme en fait divide et impera, en fait, tu vas isoler un organe et puis tu vas travailler dessus, ne fonctionne pas pour la mort lente. La mort lente, c'est le tissu qui se dégrade petit à petit sur des années, des dizaines d'années, et faire quelques changements mineurs dans le style de vie, dans les médicaments, l'alimentation et tout, ça peut changer cet équilibre très très fin et aller vers d'un équilibre qui dégrade le tissu petit à petit vers un équilibre qui le maintient ou qui l'améliore. Et ça, tu peux pas isoler un organe, en Ouais. fait. Il faut vraiment avoir une approche holistique, multidimensionnelle, et la médecine orientale est beaucoup plus adaptée pour traiter la mort lente que la médecine occidentale. D'ailleurs, en Chine, on paye un médecin pour ne pas aller le voir, en fait. Et si on le voit, c'est qu'il a fait du mauvais travail. Ouais. En Occident, on considère qu'on est en bonne santé, on voit le médecin quand on a mal quelque part. Et en fait, encore une fois, je veux pas critiquer, je veux vraiment avoir une vue globale et voir les points forts de la médecine Ouais. occidentale versus la médecine orientale. Donc j'ai parlé des fonds d'investissement, de iCare et de fédérer la communauté et augmenter la visibilité à travers cette conférence qui s'appelle le Forum 2060, Que tu organises. que j'organise effectivement et qui aura lieu le 2 et 3 septembre cette année au 7 Club à Aix-en-Provence. Voilà, c'est une grande messe de tout cet écosystème, Mmh. des chercheurs qui viennent des 4 coins du monde, des investisseurs, des leaders politiques aussi, et puis aussi du Parlement européen et d'Europe. Et l'idée, oui, c'est de convaincre les gouvernements à investir plus, à la fois dans les politiques de santé publique, dans la prévention, et à la fois dans la recherche fondamentale pour comprendre au niveau
biologiques, les Ouais. mécanismes du vieillissement et comment les ralentir, les arrêter, voire même les inverser. Et donc la Fondation de 2060, c'est ça, c'est tout un écosystème avec des porteurs de projets qui travaillent sur les projets en question indépendamment et cette vue globale avec une création de synergie entre les différentes composantes de cet écosystème-là. Donc du coup, ça se rejoint en fait entre Oui, parce que 2060, iCare. bah, oui, oui, parce que, iCare, donc c'est des patients qui veulent vivre longtemps en bonne santé, donc quand ils ont fait tout ce que la médecine leur permettait de faire, moi je leur dis: «Bon, en fait, il faudrait la prochaine étape, c'est d'investir dans des boîtes, aujourd'hui pour que dans 10, 15 ans, vous ayez des traitements qui ne sont pas disponibles aujourd'hui». À l'inverse, des investisseurs qui investissent pour dans un but de faire du retour sur investissement, je leur dis: «Mais en fait, vous voudriez pas, aussi enfin vous soigner prendre soin de votre santé, maintenant, tant que vous êtes en bonne santé. Donc du coup, il y a pas mal de passerelles entre les 2. Mmh. Les 2, bon, comme tout ça, c'est virtuel parce que les interlocuteurs, sont éparpillés partout dans le monde. Bah, de temps en temps, c'est bien de serrer la main, de se voir, Ouais. les investisseurs veulent voir les entrepreneurs dans lesquels ils ont investi et vice versa, ils veulent se rassurer. Les patients d'Eye veulent voir aussi les médecins en face à face, donc parce que tout ça, il y a beaucoup de visio. Et donc, c'est une occasion de rassembler tout le monde au même endroit. D'ailleurs, dans l'un des plus beaux endroits au monde et les plus compatibles avec la longévité, le sud de la France, Mmh. Aix-en-Provence, entre autres, parce que j'habite là-bas et que je trouve que c'est très beau et que j'ai un bon réseau pour permettre à cet événement d'avoir les meilleures conditions possibles. Mais en gros, ouais, donc il y a cet aspect de rassembler tout le monde et de faire en sorte qu'on puisse aussi se rencontrer Mmh. physiquement. Ça resserre les liens aussi. Ouais. Donc la Fondation 2060, c'est ça, c'est tous ces projets, qui sont indépendants ou semi-indépendants et qui cohabitent, coexistent et collaborent ensemble. Pourquoi tu as décidé d'être à Aix-en-Provence alors que tu aurais pu être n'importe où avec, les boîtes que tu as vendues? Ouais, bah, très bonne question. Lorsque j'ai vendu ma boîte, effectivement, j'ai fait un certain nombre de voyages plutôt longs. Alors c'était pas, 1 an, mais j'ai fait des voyages d'1 mois et demi dans toutes sortes de destinations un petit peu paradisiaques. J'ai essayé l'île Maurice, j'ai essayé la Martinique, j'ai essayé, la Suisse, j'ai essayé, le Danemark, dans l'idée de se dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur endroit pour vivre? Et à chaque fois quand on allait dans ces endroits-là, on revenait à Aix-en-Provence et on se disait: «Bon, on a apprécié là, mais ici, c'est pas plus mal». Il n'y avait pas du tout d'effet de contraste. Donc tout ça pour me rendre compte qu'en fait, la qualité de vie à Aix-en-Provence est vraiment géniale. Et dans le sud de la France, en fait, quand tu vois à l'échelle, du monde entier, c'est le pourtour méditerranéen. Tu as l'Italie, tu Ouais, as, le sud de la France, tu as le Portugal, tu as l'Espagne, donc c'est ouais. pas que Aix-en-Provence. Et si tu veux marier quelque part, une qualité de vie, heu, idéale à des projets professionnels et ben, c'était pas un choix facile. Et donc j'avais cette espèce de dichotomie, de tendance schizophrène où je me disais: «Mais en fait, pour avoir les moyens financiers de développer un projet ambitieux, il faut aller aux États-Unis. Mais en fait, aux États-Unis, tu vas pas vivre bien, avec en accord avec les principes de la longévité. Les gens, ils sont stressés, ils mangent mal, il y a plein d'OGM, il y a plein de Mmh. pesticides, la nature, ou à moins que tu vives dans des endroits reculés. Mais là, du Ouais. coup, quel intérêt d'aller aux US dans ce cas-là? Il faudrait que tu sois sur la côte est ou ouest et c'est là où il y a de la pollution aussi. Donc finalement, oui, avoir des ressources pour développer des projets professionnels, pourquoi pas aux États-Unis. Par contre, marier un projet professionnel passionnant avec une vie en bonne Un cadre de santé, vie, ça ouais. ne se fait pas aux États-Unis. Et j'ai mon partenaire, Martial Trigeot, qui a vécu là-bas pendant, plus de 10 ans et qui est revenu avec sa femme et sa fille, pour vivre en bonne santé et pour permettre à sa fille de grandir dans des conditions, Ouais. optimales, par rapport à sa santé. Il est revenu en France. Et là où vraiment, quelque part, cet aspect, schizophrène a été résolu, c'est au moment où je me suis rendu compte que, en France, on a et en Europe en général, on a peut-être perdu la guerre de la digitalisation, c'est les Américains qui ont les mastodontes numériques. On a peut-être perdu la guerre de l'industrialisation, c'est les Chinois qui, produisent tout dans le monde aujourd'hui. Mais on a une opportunité unique de transformer le sud de la France dans la prochaine capitale de la longévité. On a une excellente réputation, une qualité de vie, extraordinaire. Tous les Américains et les Chinois qui réussissent le mieux dans leur pays, c'est, dans le sud de la France et sur le pourtour méditerranéen, comme je disais, qui viennent s'y installer
on a des entrepreneurs et des investisseurs et des personnalités du monde du business Ouais, incroyables qui viennent s'installer dans le sud de la France, quoi, à côté d'Aix-en-Provence. Et donc, on bénéficie déjà de toute cette réputation qui est vraiment justifiée. Et donc, finalement, se dire que tu fais du business en Chine ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde et lorsque tu as réussi, tu viens t'installer en France avec ta famille dans des endroits magnifiques où il y a la nature, où il y a la qualité de vie, où il y a l'art gastronomique, en fait, c'est pas plus mal. ouais, c'est un tout. Et donc, ouais, et donc, moi, je me suis dit, voilà, je vais me faire un petit peu le supporter de ça et je vais vraiment essayer de diffuser cette idée de la France et du sud de la France en particulier comme destination tous les gens qui veulent vivre bien et en bonne santé le plus longtemps possible. Il y a des choses à faire au niveau de la santé publique, au niveau des infrastructures, mais en tout cas, pour une fois, on va pas être les, euh, les suiveurs d'une tendance avec des champions qui existent déjà dans le monde. On va être les premiers à mettre en place ce positionnement-là et on part déjà gagnant. Bon, ça fait à peu près plus de 2 heures qu'on est ici, dans la salle du conclave, une salle qui date de plus de 700 ans. Je voulais savoir un peu ton ressenti, par rapport à cet épisode, les sujets dont on a parlé et ce que ça fait d'être, dans une salle, historique. Ouais, question très intéressante. En fait, tout ce palais des papes, cette salle et tout ce palais des papes, c'était un peu le haut lieu de personnes qui vendaient une certaine forme d'immortalité finalement. Et on parlait de la longévité et d'une manière cette fois-ci scientifique, vraiment très très concrète. Ben, je trouve que ça donne une valeur particulière. Le fait d'avoir cette Mmh. salle-là qui voilà, est très ancienne euh, et qui en même temps est très pertinente pour parler d'immortalité. Donc, très bon choix, c'est magnifique, et ravi effectivement d'avoir eu, cet environnement-là pour parler d'un sujet qui, il y a 700 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, était de toute façon un sujet d'actualité. Mais la science n'était pas suffisamment Mmh. avancée pour pouvoir apporter une réponse concrète, donc il fallait inventer une histoire. Avant que je pose la dernière question, on va jouer à un mini-jeu qui s'appelle les verdicts du conclave. En face de toi, sur la table, il y a 7 cartes, dont tu vas faire, un choix. Sur les cartes, il se trouve 2 mots et Mmh. après tu vas devoir justifier le mot que tu choisis, selon toi. Tu devras justifier, Mmh. comment toi tu le sens par rapport à ta vie, à tes expériences et du coup, bah, je te laisse tirer, 3 cartes maximum pour pas en Allez, tout ça. 1, 2 On verra si tu tombes sur celle des et 3. autres, mais ouais. Et je te laisse, les prendre. Tu les Ouais, lis une par une à voix haute. à voix Tu haute. tu dis les 2 mots, puis après tu fais ton choix. Donc construire versus conquérir. Je suis vraiment mitigé. Hem, allez, je vais dire construire, mais le choix, je l'ai fait de peu. Donc moi, construire, c'est créer de la valeur et conquérir, c'est prendre de la valeur qui existe déjà. Construire, c'est très compliqué, c'est lent, c'est pénible, ça demande du sacrifice et souvent, tu te fais capter la valeur par d'autres qui sont très forts pour conquérir. Conquérir, c'est facile, plus facile en tout cas, ça crée pas de valeur. Heu, au niveau macro, il y a moins de sens que le fait de construire. Tu peux moins regarder derrière et dire: «Waouh, voilà, avant il y avait rien, c'est juste que tu l'as pris chez quelqu'un d'autre» Ouais. et en même temps, il y a un juste milieu entre les 2 où tu vas conquérir, tu vas prendre de la valeur là où elle existe et tu vas ensuite l'utiliser pour construire quelque chose et donc c'est pour ça qu'en fait, le choix entre les 2 était vraiment Mmh. difficile parce que, Ouais. voilà, c'est 2 facettes d'une même médaille. Heu, pour moi, construire, c'est, Ouais. vraiment le paradigme de l'ingénieur. Conquérir, c'est le paradigme du commercial. Et donc, bah, en fait, pour avoir un projet, réussi, il faut un peu des 2 quand même. Ouais. Oui, forcément, à un moment, il y a conquérir qui vient Ouais, ouais, et au départ, ouais. oui. OK, construire. Allez, suivant. Confiance versus doute. Ah! Tu interprètes comme tu veux. Ouais, c'est intéressant. Je suis vraiment, sur à la frontière entre les 2 à chaque fois. Je dirais plus confiance. Ouais.
Hem, Plus confiance. Je trouve que quand tu accordes de la confiance, hem, souvent il y a un retour, heu, avec une attitude qui est similaire et donc tu peux construire des relations, plus facilement que dans le Mmh. doute. Bien sûr, il y en a certains qui vont dire: «Bon, bah, d'abord, je me méfie et puis petit à petit j'accorde la confiance». Il y Ouais, en a d'autres qui disent: «Bah, non, j'accorde la confiance et puis je la retire au fur et à mesure». Moi, je suis clairement dans la deuxième catégorie et je dirais que la vie, heu, m'a montré que c'était la bonne manière de faire. C'est peut-être aussi lié à ma personnalité. confiance. Confiance. Et troisième carton, vitesse versus profondeur. Tu as le don de poser des questions pas faciles, hein. C'est tout le but. Je dirais vitesse. Je dirais vitesse, et je dirais vitesse. Clairement, un entrepreneur, il a besoin d'avancer vite et il a besoin d'un niveau de profondeur qui soit suffisant pour qu'il puisse exécuter, mais sans que ça soit trop profond parce que dans ce cas-là, ça va être un spécialiste. Mmh. Et moi, je suis clairement un entrepreneur, je veux avancer vite. La vie est courte. J'aime bien, déléguer à des gens dont la valeur est justement la profondeur et pouvoir assembler, en fait, toutes ces pièces du puzzle où chaque pièce est vraiment, construite Ouais. dans le détail, dans la profondeur. Mais moi, je suis celui qui va rassembler tout ça dans un tout, qui a du sens et hem et je veux le faire le plus rapidement possible avec des briques qui sont déjà préexistantes. Pour toi, c'est quoi la mort idéale, selon toi? Alors, je vais déjà te répondre en ne répondant pas à ta question et après je vais répondre à ta question. Donc, là où je vais pas répondre à ta question, je vais te dire, ben, moi, en fait, tout le but de la fondation 2060, c'est de ne pas mourir. Tout en me disant que, de toute façon, si j'y passe, bah, j'aurais passé 40 ans de ma vie à faire des choses fascinantes avec des gens passionnants. Donc, j'ai pas l'impression que j'aurais perdu mon temps Sans regret. et je vais y passer comme les autres et Ouais. je suis très bien avec ça. Maintenant, je te réponds à ta question. La mort idéale, c'est une mort où, en fait, c'est une vie déjà en bonne santé jusqu'au dernier jour de ma vie et une mort où, bah, je me couche le soir et le matin, je me réveille plus et j'écoutais rien à la société en frais de santé. Zéro souffrance pour moi, zéro souffrance pour les autres et j'ai pu, profiter de la vie, le plus longtemps possible. Et si tu pouvais transmettre un message à quelqu'un qui nous regarde, de tout âge, via ton expérience, par exemple, c'est comme si c'était ton toi de 20 ans Mmh. ou alors ton toi de 80 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre? Lui faire croire que tout est possible, d'un côté. Déjà, c'est de se faire accompagner par un coach, par un psychothérapeute, hem, heu, faire attention aux angles morts dans notre comportement. On a souvent tendance à appliquer des schémas, des automatismes, qu'on a pu acquérir dans notre enfance, et qui étaient, peut-être optimaux à l'époque, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et donc avoir quelqu'un qui va nous aider à prendre conscience de ces schémas-là et à tout simplement analyser s'ils sont toujours adaptés ou pas et éventuellement les changer, ça peut, permettre de gagner des années ou des dizaines d'années. Je pense que j'aurais avancé beaucoup plus vite et je serais allé beaucoup plus loin si, j'avais eu cette présence d'esprit de prendre un coach et puis d'accepter aussi de travailler pendant quelques mois sans forcément avoir un résultat vraiment identifié, précis, heu et défini d'avance. Deuxième chose que je dirais, surtout aux entrepreneurs, je pense que, être indépendant financièrement, c'est-à-dire avoir une liberté de faire ce qu'on aime, sans avoir le couteau à la gorge d'un point de vue financier, c'est un objectif important dans sa vie et qui est la vraie source de liberté et de bonheur. Pour l'avoir, bah, c'est le projet de toute une vie et il faut en prendre conscience et il faut le planifier de manière stratégique. Et donc si je regarde, moi j'ai été très intéressé par la tech en général, par les startups et le monde de l'internet. J'aurais gagné beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement si j'avais fait de l'immobilier. C'est moins intéressant certes, mais maintenant que j'en fais et que je vois à quel point, c'est facile de faire de la plus-value,
Voilà, si on est passionné par quelque chose, forcément, on va faire la chose en question. Mais si ce qui nous intéresse, c'est d'atteindre l'indépendance financière le plus rapidement possible, eh bien, faire de l'investissement immobilier, de la gestion, de l'immobilier en général, moi, je mettrais ça vraiment tout en haut de la liste. Et si j'avais su, moi, voilà, je serais allé dans ce sens-là et j'aurais eu peut-être l'indépendance financière à 30 ans et pas à 40. Bon, après, c'est pas non plus un drame, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé que mon moi de 20 ans sache pour qu'il puisse prendre sa décision en connaissance de cause. Troisième chose, c'est que j'ai envie de faire passer, que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on a dans la vie deux principaux actifs. On a l'actif santé, l'actif patrimonial santé, matériel. Quand on débute dans la vie, à moins qu'on soit héritier ou rentier, on a beaucoup de capital santé et peu de capital financier. Et c'est normal que ce déséquilibre-là donne naissance à des projets où on va sacrifier un petit peu, consommer son capital santé pour augmenter son capital financier. Par contre, attention les amis, passer un certain seuil, ce calcul-là n'est plus optimal. Et vous finissez, si vous ne prenez pas garde, vous finissez par avoir un capital santé qui ne cesse de diminuer jusqu'à des accidents de vie qui peuvent vraiment être graves pour augmenter le capital financier. Donc, avoir la conscience qu'on a ces deux capitaux-là et qu'il faut vraiment équilibrer les deux, et ben, ça permet, je pense, d'avoir une vie plus longue, plus épanouissante, plus heureuse. Je vais m'arrêter là. Super. Bah, j'aimerais déjà te remercier d'être venu pour le podcast et un grand merci à toi pour le coup, parce que pour tous les sujets diversifiés Avec plaisir. dont on a parlé. Non, merci Raphaël pour l'invitation. J'ai vraiment apprécié l'endroit, en fait, qui enflamme tout de suite l'imagination, tu vois. Ouais. Surtout que j'ai été là il y a quelques années en tant que touriste avec ma femme. Et j'avais vu toute la grandeur, en fait, et le faste en fait de cet endroit et me dire que là je vais enregistrer un épisode de podcast, c'est quand même génial. Merci pour les questions, merci pour ton jeu, c'était vraiment original, inattendu, surprenant. Et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite dans ce podcast et les autres projets de création d'entreprise que tu vas initier. Merci beaucoup. Merci au Centre des Congrès du Palais des Papes qui nous permet de tourner dans ces lieux exceptionnels. Si vous cherchez un cadre unique pour vos événements d'entreprise, que ce soit des réunions, des expositions ou encore des dîners, je vous mets le lien qui est en description. Abonnez-vous pour soutenir le podcast qui en est à ses débuts et pour qu'on continue à filmer dans des lieux historiques. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.